Ok, bah alors du coup on va reprendre là où on était arrêté la dernière fois. Donc je vous avoue que je progresse beaucoup plus lentement que ce qui était prévu, donc je ne sais pas si je pourrais couvrir tout ce que j'ai prévu de couvrir, mais je pense que c'est mieux de prendre le temps que de balancer le plus de trucs possible. Donc juste pour résumer, on est toujours dans les considérations préliminaires, hein, parce que le but d'après du cours, c'est surtout de se concentrer sur les différents arguments qui ont été proposés. Donc le premier stade, ça avait été de définir exactement quel était le problème qu'on traitait, hein, qui était quel est le type de contrôle nécessaire pour la responsabilité morale et est-ce qu'il est compatible avec le déterminisme. Et là, on est dans la deuxième partie des considérations préliminaires qui était un peu de définir les concepts de base, qui sont un peu responsabilité morale et déterminisme. Ça paraît une méthode assez standard. Donc la dernière fois, on avait pas mal parlé du déterminisme et j'avais fait un certain nombre de distinctions. Donc est-ce que tout le monde se rappelle un peu ce qu'était la définition du déterminisme? Tout le monde est OK? Tout le monde voit ce que c'est bon? Il n'y a pas de problème là-dessus? Ok, donc les distinctions, j'avais distingué déterminisme et prédictabilité, déterminisme et hasard, déterminisme et fatalisme, et encore quelques distinctions à faire sur le déterminisme. L'une des distinctions les plus importantes à faire, elle peut vous paraître évidente si vous avez déjà un assez grand bagage philosophique, mais elle n'est pas souvent... c'est souvent un facteur de confusion, c'est la différence entre déterminisme et contrainte. Alors qu'est-ce que c'est que la contrainte déjà? Une définition standard, c'est agir contrairement à ce qu'on souhaite. C'est être forcé par une source extérieure d'agir contre ce qui nous paraîtrait la solution optimale, ce qu'on voudrait vraiment faire. Hein. Par exemple, si quelqu'un vous menace de faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, c'est une contrainte. Vous ne faites pas ce que vous faites uniquement parce que vous le voulez. Alors après, c'est une définition standard qui pose plein de questions. Hein. Par exemple, si vous travaillez pour gagner de l'argent, mais que c'est un job que vous n'avez pas envie de faire, est-ce que ça compte comme une contrainte? Il y a des gens qui veulent dire oui, il y a des gens qui veulent dire non, mais on va essayer de rester à des cas un petit peu basiques. Et donc c'est important de distinguer le déterminisme de la contrainte, parce que historiquement, si on prend l'histoire de la philosophie, les premiers débats sur la compatibilité du déterminisme et de la responsabilité morale, on peut les retrouver chez les épicuriens en fait, hein, et chez les stoïciens. Mais là, je vais me concentrer sur les épicuriens. Donc je suis désolé pour ceux à qui j'ai déjà présenté ça dans un autre cours, mais ce sera rapide. Donc les épicuriens, je ne sais pas si vous voyez un peu ce qu'est le système épicurien en philosophie, ce sont des atomistes, hein, ils pensent que tout est composé d'atomes, y compris l'âme humaine, et que le monde est en gros un ensemble d'atomes, un vide dans lequel circulent des atomes qui s'entrechoquent, qui agissent les uns sur les autres de façon mécanique. Mais les épicuriens ne sont pas déterministes. Hein. Ils pensent qu'il y a de l'indéterminisme dans le mouvement des atomes. Et une idée qui revient souvent chez les... Alors, ils ne sont pas indéterministes pour sauver la responsabilité morale. Hein. La première motivation des épicuriens pour être indéterministes, c'est qu'ils pensent que l'univers est infini et vide, mais qu'il a un haut et un bas, donc les atomes tombent en permanence en ligne droite. Et s'il n'y avait jamais eu d'indéterminisme, tous les atomes tomberaient en ligne droite, et du coup, ils ne se seraient jamais rencontrés, en fait. Hein. Il y aurait juste une chute d'atomes dans le vide éternelle. Donc ils commencent à interagir entre eux, donc il a bien fallu un moment qu'un atome commence à dévier pour rentrer dans son voisin et entraîner une chaîne de collisions qui amènerait la création d'objets plus complexes. Donc ça, c'est la première motivation, elle est cosmologique pour l'indéterminisme chez les épicuriens, mais ils sont aussi très farouchement opposés à l'idée selon laquelle il y aurait un déterminisme. Alors à l'époque, on n'appelle pas ça déterminisme, on appelle ça le destin, mais le destin d'un point de vue très physique, hein, c'est-à-dire l'idée que tout ce qui arrive de façon mécanique parce que les atomes ont agi sur nous. Et les épicuriens veulent absolument éviter que les mouvements de l'âme humaine, et donc les actions, soient déterminés de cette façon. Et un de leurs arguments, c'est le suivant. Donc là, je le reprends du De Natura Rerum de Lucrèce, hein, qui est un poème épicurien bien connu. Et voilà ce qu'écrit Lucrèce, c'est « Ainsi peux-tu voir que le branle est donné au mouvement à partir du cœur et procède d'abord à partir de la volonté de l'esprit, et à partir de là se répand dans tous les membres du corps. Ce n'est pas la même chose lorsque nous avançons poussés par un coup, grandement contraints par la grande force de quelque chose d'autre, car il est alors évident que toute la matière de notre corps est mise en mouvement malgré nous, jusqu'à ce que la volonté l'ait ramenée en nos membres. Ainsi vois-tu maintenant que bien qu'une force extérieure nous propulse vigoureusement et souvent nous contraigne à avancer malgré nous, il y a néanmoins quelque chose dans notre poitrine capable de combattre et de résister, et que par sa décision, la masse de matière est aussi parfois contrainte de s'infléchir à travers les membres et le corps, et quand elle est lancée en avant, elle est ramenée en arrière et mise au repos. Donc là, ce que dit Lucrèce, en gros, c'est qu'il veut faire la différence entre deux expériences quotidiennes, c'est-à-dire que quand c'est moi qui prends l'initiative d'un mouvement, hein, je sens le mouvement partir de moi, alors lui c'est partir du cœur,
Et ce n'est pas la même chose que si je fais un mouvement, parce que quand quelqu'un me pousse, hein, là, je sens que je suis agi de l'extérieur. Et phénoménologiquement, vous voyez que c'est une expérience qui est très différente, donc il s'agit de deux choses différentes. Agir par soi-même et être contraint, poussé par un mouvement extérieur, ce sont deux choses différentes. Donc ça, je pense que tout le monde est à peu près d'accord là-dessus. Sur cette différence phénoménologique, hein, qu'il y a des fois où on se sent agi par des forces extérieures, puis il y a des fois où on sent qu'on agit par nous-mêmes. Mais Lucrèce continue de la façon suivante. Il faut donc supposer la même chose dans les semences elles-mêmes, à savoir qu'il y a à côté des chocs et du poids, une autre cause de mouvement d'où nous vient ce pouvoir, puisque nous voyons que rien ne peut être engendré de rien. Car le poids empêche que toute chose se produise par des chocs, par une sorte de force externe. Mais que l'esprit n'est pas lui-même une nécessité interne pour tous ses actes, et qu'il ne soit pas dominé et pour ainsi dire vaincu et forcé de subir et de pâtir, cela vient d'une petite déclinaison des atomes où un lieu et un temps non fixés. Voilà ce que dit Lucrèce, c'est que si tout ce qu'on faisait était déterminé par le mouvement des atomes extérieurs qui agissent sur nous, alors on devrait avoir en permanence le sentiment d'être contraint, puisqu'on serait agi de l'extérieur. Hein, de la même façon que quand quelqu'un nous kidnappe et nous entraîne contre notre volonté. Donc forcément, il doit y avoir une sorte d'indéterminisme, parce que nous ne sommes pas complètement forcés par des forces extérieures à agir de la façon dont nous le faisons. Vous voyez ? Bon, cet argument, il fonctionne uniquement si on considère que le déterminisme, c'est la même chose que la contrainte. Hein, vous voyez ? Mais ce n'est pas ce que dit le déterminisme. Le déterminisme dit, voilà, je peux agir de moi-même sur la base de mes désirs, faire ce qui me paraît le mieux. C'est juste que ces désirs eux-mêmes, ils ont une source extérieure et ils étaient déterminés par des causes antérieures. Vous voyez ? Ça va tout le monde ? Donc vous voyez, ça c'est un argument classique, on va dire, mais c'est un argument que personne n'accepterait dans le débat aujourd'hui. Alors il y a des arguments qui ressemblent, mais qui ne tombent pas dans cette erreur, c'est ça qu'il faut bien voir. Donc voilà, il faut faire attention, le déterminisme, ça ne veut pas dire qu'on agit sous la contrainte. Hein. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut distinguer. Donc je pense que c'est bon pour tout le monde, ça, comme distinction. Est-ce qu'il y a des objections ? On pourrait dire que c'est une sorte de contrainte, mais pas au sens classique. Ça serait une sorte de contrainte où on a le sentiment d'agir par nous-mêmes, où on agit sur la base de nos désirs. Donc c'est une contrainte très très spécifique, on va dire. Enfin, une dernière question qu'il faut traiter, parce qu'il y a aussi des confusions là-dessus, c'est le lien entre déterminisme et physicalisme. Alors qu'est-ce que c'est le physicalisme en philosophie ? C'est l'idée que tous les événements mentaux, hein, les croyances, les désirs, les intentions, les décisions, sont aussi des événements physiques. En général, par exemple, c'est une sorte d'activité des neurones, si vous voulez, pour le physicaliste. Alors, il y a la question de savoir, est-ce que le déterminisme présuppose le physicalisme ? Et est-ce que si on est indéterministe, on est forcément anti-physicaliste, hein, on est quelqu'un qui pense que l'esprit est distinct de la matière, etc. La réponse est non, il y a des liens sociologiques, on va dire. Je pense que si vous prenez ce questionnaire qui a été fait sur beaucoup de philosophes à l'échelle internationale et qui leur demande leurs opinions, vous avez un cluster de corrélation entre « je suis incompatibiliste, je suis dualiste et je crois en Dieu », qui n'est pas complètement étonnant, mais il est tout à fait possible d'être déterministe en pensant que l'esprit est différent de la matière. Vous pensez que l'esprit est une sphère en soi, mais qu'il a ses propres règles, en fait. Enfin, voilà, si vous pensez que les désirs ne sont pas réductibles à des états du cerveau, vous pouvez quand même penser que les désirs déterminent les décisions, par exemple, en fonction de leur puissance. C'est-à-dire que vous pouvez faire de la psychologie déterministe sans penser que l'esprit est réductible à la matière. Donc un bon exemple de ça, c'est Spinoza. Spinoza est entièrement déterministe sur l'esprit, mais il est non réductionniste. Il ne pense pas que l'esprit et la matière soient une seule et même chose. Okay. Et de la même façon, il y a des gens qui sont indéterministes et qui pensent que, il n'y a rien de non physique dans le monde. C'est juste que la matière a des mouvements non déterministes. Ça ne paraît pas complètement, conceptuellement incohérent. Est-ce que ça va là-dessus aussi? Donc là, on ne fait pas de supposition sur le lien entre la conception de l'esprit comme physique ou non et le déterminisme. Ce sont deux questions qui peuvent avoir des liens, hein, mais qui ne sont pas logiquement impliquées l'une par l'autre. Toutes les positions sont logiquement possibles, au moins à première vue. Est-ce que c'est bon là-dessus? Ouais. Ça voudrait dire qu'on devrait présupposer qu'il existe des lois de la nature qui ne portent pas sur la matière. Ouais, mais ça c'est quelque chose qui n'a jamais trop gêné personne en fait. Il y a des lois de la psychologie en fait. Voilà. Vous avez donc c'est un exemple de la psychologie?
La psychologie, c'est en fait la plupart du temps quand vous faites de la psychologie, alors, beaucoup de psychologues sont réductionnistes dans le sens où ils pensent que c'est quelque chose qui est dans le cerveau, mais c'est pas du tout une présupposition qui est utile dans la pratique en fait, qui est utilisée dans la recherche. Hein, on regarde, voilà, si telle croyance prédit tel truc, si la mémoire peut stocker autant d'items, puis le fait de savoir si la mémoire est implémentée physiquement. C'est pas forcément quelque chose qu'on a besoin d'intégrer en fait, dans l'expérience où on mesure combien de trucs les gens sont capables de mesurer. Et puis, par exemple, un des pères de la psychologie, c'est William James, il n'était peut-être pas spécialement physicaliste. Bon, il n'était pas spécialement déterministe non plus, mais donc c'est pas forcément le meilleur exemple. Mais voilà, au moins logiquement, vous pouvez être complètement dualiste et ne pas supposer l'indéterminisme en fait. Vous supposez juste qu'il y a des règles qui s'appliquent à la matière, puis il y a des règles qui s'appliquent à l'esprit. Et en général, il y a aussi des règles qui s'appliquent au lien entre la matière et l'esprit. Hein, du genre, si j'enfonce telle aiguille à tel endroit de votre corps sur tel nerf, ça va provoquer une douleur, quoi. Et donc il peut y avoir des règles qui lient les deux. Est-ce que c'est bon là-dessus? Vous avez des doutes ou ça, c'est bon. Donc, voilà, dernière question sur le déterminisme. Alors, pourquoi accepter le déterminisme? Alors, bon, le consensus, hein, c'est qu'il n'y a pas d'argument massu en faveur du déterminisme. Hein, vous n'êtes pas du tout obligé d'accepter le déterminisme. Alors, une réponse classique, à partir des 17e, 18e siècles, c'est que le déterminisme a l'air d'être plus ou moins impliqué par la physique. Hein, par exemple, la physique newtonienne était 99,9% déterministe. Alors j'ai dit qu'elle était déterministe une fois, puis il y a un spécialiste qui m'a dit non, il y a un cas hyper spécial dans lequel elle ne fait pas de prédiction. Mais bon, on va partir du principe qu'elle est largement déterministe. Et bon, ça a été la physique dominante, hein, ça a été une théorie magnifique que tout le monde a acceptée. Et donc elle s'applique au monde physique, mais du coup, bon, si par exemple, c'est quand même très tentant de penser que tout est sur ce modèle-là, quoi. Et si par exemple vous refusez le dualisme, vous êtes un petit peu à ce moment-là, vous êtes un petit peu obligé d'être déterministe tout court. Hein, si vous pensez que l'esprit doit être aussi un corps, comme le monde physique est régi par les lois de la physique de Newton, vous êtes obligé d'être déterministe. Okay, donc c'est une des premières raisons du lien intuitif qu'on pourrait avoir entre indéterminisme et dualisme. C'est-à-dire que dans le contexte d'une physique déterministe, si vous êtes physicaliste, vous êtes forcément déterministe pour l'esprit humain aussi. Mais bon. Alors, la réponse qu'on fait, c'est que la science actuelle, on ne sait pas si elle est déterministe, en fait. Hein. Elle décrit de façon indéterministe des phénomènes, la physique, et puis, je vous ai dit, il y a tout un conflit pour savoir s'il faut l'interpréter de façon déterministe ou indéterministe, donc il n'y a pas de question réglée là-dessus. Donc vous pouvez très bien... l'idée selon laquelle la science vous oblige à adopter le déterminisme, elle est quand même assez faible. Oui. C'est juste pour faire une remarque, du coup, parce que j'ai une amie qui est en train de faire un doctorat, mais genre de philosophie reliée à de la physique quantique, alors du coup je lui ai posé la question parce que ça m'intéressait. Puis elle a une formation de physiciste et elle me dit qu'il y a une théorie de la physique quantique qui a une interprétation déterministe, mais qui est généralement refusée, considérée comme genre pas super bien. Donc la majorité des physiciens qui font de la physique quantique ont tendance à... Alors c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Il y a l'idée qu'en fait, l'interprétation de la physique quantique qui est choisie par la plupart des physiciens est indéterministe, mais après, les philosophes des sciences argumentent que voilà, c'est plus un truc sociologique, en fait. C'est pas qu'ils ont des preuves en faveur de cette interprétation plutôt qu'une autre. C'est que c'est un peu l'interprétation dominante sociologiquement dans le milieu et que c'est pas, du coup, le des physiciens sur cette question qui est une question métaphysique. Bon, on peut peut-être le prendre en compte, mais il est pas une preuve notable, quoi. Après, il y a aussi un débat pour savoir s'il y a une ou deux théories qui sont déterministes, parce qu'il y a un truc qui s'appelle le superdéterminisme, mais j'ai aucune idée de ce que ça veut vraiment dire. Donc, a priori, elle est déterministe comme théorie, parce qu'elle est même superdéterministe, mais je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je crois que c'est une idée que le monde est... pour que les équations de la physique quantique décrivent un truc déterminisme, il faut prendre tout le monde entier en considération, quoi. Dès qu'on prend une petite partie, ça devient déterminisme, parce qu'on oublie les influences. Mais si on prend tout le monde en entier, c'est déterminisme. Mais voilà, je suis vraiment pas bon là-dessus, donc je vais pas trop vous induire en erreur en racontant des bêtises. Mais effectivement, c'est vrai que l'interprétation, et c'est pour ça que, en général, la plupart des gens, moi y compris, pensent que la physique quantique montre l'indéterminisme, quoi. Alors, une autre réponse pour laquelle le déterminisme est une thèse tentante, c'est ce qu'on appelle le principe de raison. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du principe de raison suffisante. C'est un principe métaphysique qui a été défendu par des gens comme Leibniz, par exemple.
mais qui est un principe assez intuitif, en fait. En tout cas, à première vue, c'est l'idée que s'il se produit quelque chose, bah, il y a bien une raison qui explique pourquoi ça s'est produit de cette façon et pas d'une autre. Vous voyez ? L'idée, c'est que c'est un principe un peu intuitif qu'on utilise dans nos vies, hein, c'est-à-dire que, bon, bah, je sais pas, par exemple, si vous postulez à un job et que c'est pas vous qui êtes pris et quelqu'un d'autre, ou le contraire, vous vous dites que bah, c'était pas, il doit bien y avoir une raison pour laquelle les gens ont choisi tel candidat plutôt que tel autre, en fait. Hein. Ou si la foudre est tombée, pas sur votre maison, mais sur l'arbre à côté, vous allez vous dire, bon, il y a probablement une raison pour laquelle la foudre est tombée là et pas tombée ici. Alors, bon, le truc, c'est que c'est un principe intuitif, mais on n'a pas de raison de penser qu'il est vrai. Voilà. C'est peut-être un principe utile. Hein. C'est Kant qui, plus ou moins implicitement, dit, voilà, la plupart de la recherche humaine, de la raison humaine, est guidée par cette idée qu'il y a toujours une raison qui va expliquer ce qu'on a observé. Mais on n'est pas obligé de penser qu'il est vrai parce qu'il est intuitif, justement. La seule personne qui a défendu ça, c'est Schopenhauer, qui dit que bah, le principe de raison suffisante, il est vrai parce que c'est le filtre à travers lequel nous percevons le monde. Donc le monde que nous percevons est soumis au principe de raison suffisante. Mais disons que c'est un argument, voilà, il faut s'accrocher pour le défendre, quoi. Donc voilà, ça peut être les choses qui expliquent l'attrait vers le déterminisme, mais en général, il n'y a pas de raison massue d'accepter le déterminisme. J'avoue que moi, j'accepte le déterminisme, mais c'est parce que je pense que intellectuellement, le principe de raison suffisante guide un peu ma perception du monde, quoi. L'idée qu'il y ait des choses qui se passeraient, puis il n'y aurait pas d'explication pour expliquer pourquoi c'est comme ça, que autrement ça m'irrite profondément. J'ai du mal à comprendre ce que ça voudrait dire, mais en fait, logiquement, c'est pas du tout une impossibilité, en fait. Donc voilà pour le déterminisme, et du coup, maintenant, il faut passer au concept de responsabilité morale. Alors, il y a un certain nombre de distinctions à faire, certaines triviales, d'autres moins triviales. Alors, la première, qui va être un peu triviale, mais je vous expliquerai, apparemment, elle n'est pas triviale pour tout le monde, c'est l'idée que des fois, on dit, voilà, les gens sont responsables, voilà, vous êtes responsable de, je sais pas, de la propreté, vous êtes responsable de la vaisselle cette semaine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pas la responsabilité morale dans ce sens-là, dont on parle quand on parle de responsabilité morale et de déterminisme. Hein. Quand on dit que vous êtes responsable de quelque chose, vous êtes responsable de vos enfants, ou je sais pas, aujourd'hui, cette semaine, vous êtes responsable de nourrir le chien. Dans ce cas-là, responsable, ça veut dire que vous avez des responsabilités, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre de devoirs, en fait. Hein, vous avez des obligations. Alors, il y a un lien entre la responsabilité dans ce sens-là et la responsabilité dans le sens qui nous intéresse, hein, dans le sens où si vous êtes responsable de nourrir le chien et que le chien n'a pas mangé, c'est vous qui êtes responsable du fait que le chien n'ait pas eu à manger, vous voyez ? Mais il y a un sens où responsable, ça veut juste dire avoir des devoirs en relation avec un objet. Et le sens qui nous intéresse, c'est que vous êtes responsable de quelque chose qui est déjà arrivé, et donc vous méritez d'être blâmé ou loué, ou que les gens soient en colère ou soient contents envers vous pour avoir fait cette chose-là. Vous voyez, parce que tout le monde voit la distinction entre les deux, c'est bon ? Bien, non, parce que moi j'ai vu des papiers passer, par exemple, il n'y a pas longtemps, où des philosophes et des psychologues testaient si les gens pensaient que la responsabilité était compatible avec le déterminisme, puis les questions étaient un peu sur la responsabilité dans le sens des devoirs, quoi. Donc voilà, je pleure intérieurement. Et puis j'ai découvert cette semaine qu'il y a quand même un type qui a publié un papier, ils ont dit « Ah, mais regardez, en fait, les gens ils font la différence intuitivement entre deux concepts de responsabilité, c'est celui-là et l'autre. » Ce qui était quand même une grande découverte, quoi. Donc voilà, bon, ça c'est juste moi, mais voilà, c'est juste... Voilà, il y a des choses, ça rend juste triste quand on les lit. Bon, alors tout le monde est d'accord là-dessus, c'est bon ? Ok, c'est pas la bonne flèche. Alors, la deuxième distinction à faire, c'est la distinction entre responsabilité morale et responsabilité causale. Alors, je pense que ça aussi, ça va être plus ou moins intuitif. C'est l'idée que, par exemple, vous pouvez dire que le court-circuit est responsable de l'incendie. Ça va ? Ou que la chute de l'arbre est responsable des embouteillages sur la route, ou du fait que le train était en retard. Vous voyez ? Et dans ce cas-là, tout le monde, plus ou moins, est à peu près d'accord que par responsable, quand on dit que le court-circuit est responsable ou que l'arbre est responsable, ça ne veut pas dire qu'il est la cible appropriée de la colère, du blâme et du fait qu'il faille le punir, vous voyez ? Parce que tout le monde est OK là-dessus, on va pas faire un procès aux objets. Dans les lois, Platon a quand même, évoque quand même cette possibilité, mais bon, on va dire que, à part pour Platon, c'est assez intuitif que la causalité naturelle, qui a un sens de responsable, qui parle en fait de causalité, et qui peut être une causalité naturelle. Alors là aussi,
la confusion linguistique, elle a aussi une origine. Hein. Ce n'est pas complètement au hasard. Les gens n'ont pas décidé d'appeler ça responsabilité, puis ça responsabilité. C'est qu'en général, les considérations sur la causalité jouent un rôle dans le fait de savoir si quelqu'un est moralement responsable de quelque chose. En général, on pense qu'il a joué un rôle dans la production du fait de ce dont il était responsable. Alors pas toujours, hein. Par exemple, si si vous avez promis de, je sais pas, prendre soin d'un enfant et que en fait vous en foutez, vous êtes à 3000 km et vous ne faites pas attention à lui, et que du coup il lui arrive quelque chose, vous êtes responsable de ce qui lui est arrivé, et puis quelqu'un pourrait défendre qu'il n'y a pas de lien causal d'une certaine façon. Hein, c'est pas, voilà, si c'est fait percuter par une voiture, le lien causal c'est la voiture et le conducteur. Mais bon, vous êtes quand même responsable moralement. Alors on verra qu'il y a des gens qui disent que ça compte quand même comme causalité en un certain sens. On a quand même envie de dire que c'est parce que tu ne l'as pas surveillé que c'est arrivé. Mais bon, on va dire c'est débattable. Mais vous voyez qu'il y a quand même un lien au moins intuitif entre responsabilité causale et responsabilité morale. Alors maintenant, on va arriver à la distinction qui est beaucoup moins intuitive et qui est faite dans un papier qui est assez connu, hein, qui est un papier du philosophe Gary Watson, et c'est un papier qui s'appelle Two Faces of Responsibility, parce qu'il essaie de distinguer deux sens de responsabilité morale. Hein, donc il part de l'idée qu'on est moralement responsable d'une action ou d'un comportement quand on mérite d'être blâmé ou loué pour ce comportement. Et il dit, voilà, il y a deux, en fait, si on part de ce principe-là, il y a au moins deux façons dont on peut être blâmé pour un comportement, qui sont deux façons distinctes et qu'il faut bien séparer, en fait. Et il y a ce qu'il appelle la responsabilité comme attributabilité et la responsabilité comme, il n'y a pas de bonne traduction française, accomptabilité, si vous voulez. Le fait de pouvoir être comptable, de devoir rendre des comptes sur un certain événement ou une certaine action. On peut dire, voilà, explique-moi ça, comment ça se fait. Pourquoi on dit reddition de compte ? Reddition de compte, ouais. Ouais, ça existe, mais je ne sais pas si c'est traduit comme ça. La responsabilité comme... Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est l'attributabilité? Je vais commencer là, parce que c'est un peu la façon la plus simple. Des deux concepts, je pense que c'est celui qui est le plus simple. L'idée, c'est qu'un comportement est attributable à quelqu'un quand ce comportement révèle quelque chose au sujet de son caractère moral. C'est-à-dire, on peut vous blâmer pour vous être comporté de telle ou telle façon, ou vous louer pour vous être comporté de telle ou telle façon, parce que ce comportement révèle quelque chose de votre caractère moral intérieur. Donc l'idée, par exemple, c'est qu'on peut vous blâmer de... Alors l'exemple que je prenais, c'était celui-là, c'est... Voilà, bon, ça commence à dater, hein. Toutes mes références sont trop vieilles. Voilà, c'est le prince Harry qui avait fait la une des tableaux parce qu'il s'était présenté à un bal masqué déguisé en nazi. Donc ça avait fait beaucoup parler à l'époque. On trouvait que c'était très mauvais goût de se présenter dans un costume nazi, de trouver ça drôle de se déguiser en nazi. Donc il y avait beaucoup d'inférences qui étaient faites à partir de cette apparition en costume sur le caractère un peu superficiel du prince Harry et donc du blâme qui en venait. Donc ce qui est intéressant, c'est que par exemple, voilà, c'est pas le fait de se déguiser en nazi qui est un problème, parce que voilà, imaginez que vous êtes en train de, je sais pas, tourner un film sur l'Allemagne nazie, vous êtes acteur, le fait de mettre un costume de nazi n'est pas problématique en soi, parce que l'idée c'est que dans ce cas-là, ça ne reflète rien sur votre caractère moral. Hein. C'est normal pour un acteur d'utiliser un costume qui correspond au rôle qu'on lui a donné. Donc là, vous voyez, ce qui compte, c'est qu'on fasse des inférences sur votre caractère à partir d'une action, et si les inférences sont que vous êtes un sale type, vous êtes blâmable, et si les inférences sont que vous êtes quelqu'un de génial, voilà, vous pouvez être louable dans ce sens-là. Oui? On peut également imaginer peut-être que dans le film, on est un peu contraint par notre métier à devoir s'habiller comme ça. La personne l'a contraint à s'habiller en Asie spécifiquement. Oui, mais bon, voilà, on dirait que c'est une contrainte un peu faible quand même. Ouais. Non, mais on pourrait prendre un autre exemple où ça serait un peu moins contraint. Je sais pas, vous avez quelqu'un qui collectionne les artefacts nazis parce qu'il a une fascination pour le truc, et puis vous avez quelqu'un qui est un historien du Reich et qui cherche ces choses-là pour des fins documentaires. Puis ça l'intéresse beaucoup, cette période-là, mais d'une façon purement intellectuelle. Peut-être qu'il y a une différence entre les deux, ces choses-là. Ouais. Effectivement, on pourrait dire qu'il y a une contrainte faible, mais je pense qu'on peut trouver des exemples dans lesquels on pourrait essayer d'enlever cette contrainte. Comment? Le but final. Oui, c'est ça. Le film, ça va certainement être dénoncé, etc. Là, c'est pour faire rire. Ouais. Et peut-être là, le problème. Oui. Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Alors, cette théorie du blâme, on la retrouve déjà chez Hume. Hein, c'est
Parce que Hume, dans son traité de la nature humaine, défend cette idée que qu'est-ce que c'est que blâmer quelqu'un pour une action? C'est juste en fait partir de l'action pour remonter par inférence jusqu'à son caractère en fait. Et c'est uniquement dans ça que consiste le blâme en fait. Donc Hume a des arguments, hein. Par exemple, rappelez-vous la semaine dernière on a parlé du fait qu'une action faite impulsivement, par exemple une mauvaise action faite impulsivement, ont tendance à blâmer les gens un peu moins pour cette action que si elle est faite de sang-froid. Et Hume dit, voilà, ça c'est... Pourquoi ça? Parce qu'on a l'impression que les actions faites impulsivement reflètent peut-être moins le caractère de la personne. Hein. C'est une sorte de... Alors oui, on peut... Voilà. Après, il y a des questions très intéressantes qui se posent quand vous réfléchissez à la responsabilité sur l'attribution, des questions fondamentales qui est, par exemple, si quelqu'un tient des propos horribles quand il est complètement bourré, est-ce que c'est pire parce qu'en fait, sous l'effet de l'alcool, les gens révèlent qui ils sont vraiment, ou est-ce qu'en fait c'est moins bien, c'est moins pire parce que en fait, il était pas, ça reflète pas ce qu'ils pensent vraiment. Après, ça dépend de votre théorie de ce qui se passe quand les gens sont complètement ivres. Mais vous voyez qu'on peut se poser des questions, des questions concrètes à partir de cet angle d'attaque. Alors, ça ferait une bonne expérience. Je ne sais pas s'il doit y avoir des expériences de psycho là-dessus, sur est-ce que les gens pensent que la boisson révèle ou pas vos tendances cachées. Bref, donc la théorie d'Hume, c'est ça. C'est par exemple, on juge que les gens sont moins responsables s'ils agissent impulsivement parce que ils agissent sur la base d'un désir ou d'une émotion qui est transiente et qui n'est pas une partie intégrale, solide, stable de leur caractère moral. Et peut-être que, par exemple, si quelqu'un fait quelque chose de complètement inattendu ou qui ne lui ressemble pas du tout, on va avoir tendance à se poser des questions et pas le blâmer tout de suite parce que ça ne lui ressemble pas, vous voyez. Donc ça, c'est une théorie du blâme. Et par exemple, ça, c'est une théorie du blâme qui est en fait tout à fait... si vous avez cette théorie du blâme, il n'y a pas vraiment de raison de se poser de questions sur le lien entre responsabilité morale et déterminisme, en fait. Parce que rien dans le déterminisme n'empêche vos actions de refléter en fait votre caractère. On pourrait même dire, et on y reviendra dans une autre séance, que en fait, le déterminisme fait en sorte que vous êtes encore plus moral. Parce que finalement, si vos décisions elles sont indéterministes, il y a une petite chance pour que vous choisissiez quelque chose qui va radicalement contre votre caractère moral, tandis que si vous êtes dans un monde déterministe, c'est clair que les actions vont être complètement déterminées par votre caractère moral, donc elles vont refléter encore plus votre caractère moral, donc elles seront encore plus blâmables. Hein. D'ailleurs, c'est ce que Hume défend. Hein. On verra que Hume est un des premiers avec Hobbes, avoir défendu un argument selon lequel, en fait, le déterminisme est nécessaire pour la responsabilité morale, ou en tout cas, il l'augmente. Ce qui peut paraître contre-intuitif, mais vous voyez comment ça marche dans ce contexte-là. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Donc ça, c'est aussi une théorie qui a été reprise par des psychologues, qui citent Hume d'ailleurs, ce qui est pas plus mal. Donc là, par exemple, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder ce papier. Donc c'est des psychologues qui défendent une théorie du blâme selon laquelle, pourquoi est-ce qu'on blâme les gens? Parce qu'en fait, on fait des inférences sur leur comportement à partir de leurs actions. Donc, par exemple, c'est les mêmes psychologues qui avaient fait l'expérience dont j'ai parlé la dernière fois sur les actions impulsives qui sont jugées moins sévèrement que les actions non impulsives. Et justement, dans cette étude, ce que je n'avais pas encore décrit la semaine dernière, c'est qu'ils ont fait une seconde étude dans laquelle ils ont demandé aux gens, à votre avis, est-ce que l'action de l'agent reflète son caractère, qui il est vraiment au fond? Et les gens disent moins que l'action reflète qui il est vraiment au fond, quand elle est impulsive, et c'est pour ça précisément qu'il la condamne moins. Donc voilà. Donc, il y a vraiment un phénomène dans lequel on part des actions des gens, on part des actions des gens pour faire des inférences, et ainsi, de cette façon, deux personnes qui font la même chose, on peut les juger différemment. Hein, donc si vous regardez dans les mêmes psychologues, ils ont utilisé des dilemmes moraux, vous savez, du type trolley. Donc l'agent décide de sacrifier une personne pour en sauver 5, mais ils ont décrit un cas où la personne hésite, elle transpire, elle ne se sent pas bien, puis finalement, elle choisit quand même de sauver la première personne de tuer une personne pour en sauver 5 après une longue hésitation. Et puis il y a un cas où le mec fait « Oh !» Voilà, comme ça, aucune hésitation, il tourne le bouton. Puis les gens trouvent l'action beaucoup plus acceptable quand la personne a beaucoup hésité, alors que c'est exactement la même action, parce que les inférences qu'ils font sur le caractère de la personne n'est pas la même. Alors tout le monde est d'accord, on est à peu près d'accord que c'est un mécanisme qui existe, on blâme les gens parce qu'on fait des inférences sur leur caractère à partir de leurs actions. Mais la question c'est de savoir, est-ce que c'est ce à quoi se résume la responsabilité morale? Est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que quand on blâme une personne pour une action, on est juste en train de faire des inférences sur son caractère ou est-ce qu'on va au-delà? Est-ce qu'il y a un autre type de blâme, un autre type de responsabilité? Oui?
enfin, je Ouais. comprends ce que vous dites, presque. Mince. Ouais, parce que je comprends Oui. un peu la grande idée, mais genre à chaque fois que j'essaie de réfléchir aux détails, j'ai genre une migraine. Du coup, parce que le truc, c'est que si on considère que les personnes, elles sont, genre, leurs actions révèlent leur caractère moral, Mhm. du coup, c'est pour ça qu'elles sont blâmables ou qu'on peut leur donner des louanges et tout, mais si on est dans une perspective déterministe, parce que là, pour Hume, vous avez dit que le déterminisme est nécessaire, mais genre, est-ce qu'on peut vraiment, genre, blâmer quelqu'un si au final, il est pas vrai, enfin, genre, son caractère moral, il l'a pas vraiment choisi, quoi. Enfin, Ouais, mais comme ce qu'on juge, c'est le caractère moral, sa source ne compte pas en fait. Ah, d'accord, ok. Ouais, Ok, on juge le caractère moral. En gros, l'idée, c'est qu'on veut savoir si c'est des chic types ou des sales types. ok. Et Que ce soit genre leur responsabilité ou pas, on s'en fiche. voilà, c'est ça, non, c'est même si qu'ils en soient responsables ou pas, ça reste des connards. C'est vraiment ça l'idée, quoi. Ok. Oui, oui. Juste une question par rapport à justement l'impulsivité d'une personne. Mhm. Enfin, ça dit que l'impulsivité, ça montre que la personne n'est peut-être pas en soi une personne mauvaise, mais c'est... Alors, c'est ce que pensent les gens. Hein. J'ai pas dit que c'était forcément le cas. Oui. Mais justement, rien que le fait qu'une personne soit impulsive, ça prouve pas aussi que cette personne est potentiellement plus dangereuse. Alors, il faut dire. Une fois que ça peut arriver à nouveau parce que c'est dans son caractère. Alors, il faut distinguer le jugement qu'on fait à partir d'une action impulsive d'une personne et le jugement qu'on fait sur le fait qu'une personne soit impulsive en général, qui est un autre problème. Effectivement, le fait qu'une personne soit impulsive en général peut être un facteur de blâme. Là, c'est juste, est-ce que, à partir d'une action impulsive, une seule action impulsive d'une personne, on peut faire des inférences sur qui elle est vraiment au fond, quoi. Donc, effectivement, il faut distinguer les deux, le fait d'être impulsif en général et le fait d'agir impulsivement dans une situation. Oui. Alors, si je comprends bien, c'est une approche qui est plutôt descriptive, en fait. Alors. Elle est en partie descriptive, au moins, je Ouais. pense. Et du coup, si on se base un peu sur nos pratiques ou genre la manière dont on déduit, je sais pas, on peut appeler les conséquences normatives, est-ce que le déterminisme ne s'invite pas quand même pas un peu par la porte de derrière? Parce que dans nos pratiques, qu'elles soient morales ou légales, très 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 souvent, on va par exemple consentir intuitivement des conséquences normatives diminuées si on sait que quelqu'un, je ne sais pas, a grandi dans un environnement familial atroce et qu'on a des croyances sur ce que ça fait, le fait que ça détermine, etc. Ou s'il a une tumeur au cerveau qu'on l'apprend par la suite, enfin des choses comme ça. Donc je ne sais pas si ça l'évacue, enfin je veux dire, ça l'évacue sur le plan métaphysique, mais pas vraiment sur le plan des vrais problèmes qui est quand est-ce qu'on est responsable et quand est-ce qu'on n'est pas responsable. Parce que Alors ça, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je vais en parler longuement plus tard, donc je ne vais pas trop l'aborder aujourd'hui. Surtout l'argument de l'enfance malheureuse et tout, il y a un papier dont je vous parlerai qui est vraiment centré là-dessus, qui est assez... Donc je ne vais pas trop développer ça aujourd'hui. Donc là, c'est une approche qui est descriptive, mais qui est aussi normative dans le sens où, là j'utilise des trucs descriptifs, mais pour Watson, c'est complètement... ça va, on a le droit de blâmer une personne parce que voilà, son caractère, elle a révélé un mauvais caractère. Alors, par exemple, pour prendre une sorte d'expérience de pensée, vous pouvez imaginer qu'une personne est capturée par un savant fou qui le branche à une machine, qui l'oblige, donc voilà, elle est contrainte, elle n'est pas libre, à dire tout ce qu'elle pense profondément au fond d'elle. Et puis, imaginez qu'elle révèle du coup des opinions absolument affreuses, vraiment immorales sur certains points. Est-ce que, après, quand vous vous écartez de dégoût devant elle en faisant « Ah !», elle peut vous dire « Oui, non, mais j'étais pas libre à ce moment-là, quoi. J'étais déterminé à dire ces choses-là. » Mais ça dépend aussi un peu de la conception qu'on a d'une personne, je pense. Non, oui, alors ça dépend ce que vous pensez être le caractère d'une personne, etc. On va voir qu'il y a un grand problème, c'est que, mais là on en tire beaucoup trop, c'est qu'en fait les gens font une distinction entre le vrai caractère au fond de la personne, puis d'autres choses qui peuvent être stables chez cette personne qui ne sont pas vraiment son caractère. Mais là on est déjà en train de rentrer trop profondément dans des choses qui dépassent les concepts préliminaires. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus ? Voilà, la question qu'on peut se poser, c'est une fois qu'on a décrit la responsabilité comme attributabilité de cette façon, est-ce que c'est ce à quoi se réduit la responsabilité morale ou est-ce qu'il y a autre chose ? Eh bien, il y a des raisons philosophiques de penser qu'il y a autre chose. Hein. Et un phénomène qu'on peut utiliser comme argument pour défendre que la responsabilité morale ne se limite pas à l'attributabilité, au fait que nos actions révèlent notre caractère, c'est un phénomène qu'on appelle la chance morale. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la chance morale.
La chance morale, il y a deux grands papiers sur la chance morale qui sont parus dans les années 70 et qui ont lancé un peu l'intérêt philosophique pour le phénomène. Il y en a un par Bernard Williams et il y a l'autre par Thomas Nagel. Et là, je vais juste parler de suite de Thomas Nagel parce que Bernard Williams, c'est pas toujours très facile de savoir ce qu'il dit exactement. Alors, ce que dit Nagel, il vise pas Hume, même s'il aurait pu viser Hume, il vise Kant. Il dit, voilà, selon Kant, la seule chose qui a une valeur morale, c'est l'intention de l'agent. C'est la bonne volonté, vous savez, la volonté bonne. Et il fait, mais c'est quand même bizarre, parce que beaucoup de nos pratiques, beaucoup de nos intuitions morales semblent aller à l'encontre de ce principe. Tout ce qui compte, c'est l'intention de l'agent. Et ce qu'il appelle la chance morale, c'est le fait que l'appréciation, nos jugements moraux vis-à-vis d'une personne, le blâme qu'on peut attribuer à une personne, par exemple, des fois, en fonction qui ne dépendent pas de cette personne, qui sont au-delà du contrôle de cette personne. Alors, un exemple célèbre qu'il utilise, c'est celui-là. Imaginez, vous êtes conducteur de, je sais pas, un camion routier, etc. Vous savez qu'il ne faut pas trop boire avant de prendre la route, vaut mieux pas, mais vous décidez quand même de vous pinter avant de prendre la route, parce que voilà. Et donc là, vous êtes sur votre route avec votre camion, etc. Donc vous êtes complètement ivre. Et là, imaginez, il y a deux cas parallèles. Il y a le cas où le type arrive quand même à destination sans avoir tué personne. Et puis il y a le cas où il est en train de rouler sur la route. Puis là, il y a un enfant qui traverse la route et paf, il heurte l'enfant. Et l'enfant meurt. Voilà. Et il faut imaginer que l'autre qui est arrivé à bon port chez lui, si l'enfant avait traversé la route à ce moment-là, il aurait aussi heurté. Là, il y en a un qui a été plus prudent que l'autre. C'est vraiment que il y en a un, il n'a pas eu de chance, d'une certaine façon. Il n'a pas eu de chance. L'enfant a traversé la route à ce moment-là. Ce que dit Nagel, c'est que il semble qu'on ne va pas porter la même appréciation sur les deux cas, en fait. Certainement, on va blâmer le conducteur qui a pris la route en état d'ébriété, mais il semble qu'on ne va pas le blâmer autant que celui dont le comportement a causé la mort d'un enfant. Est-ce que tout le monde est OK avec ça, que les sanctions pénales ne seront pas les mêmes. L'attitude qu'on aura envers lui ne sera pas forcément la même. On pourrait être en colère contre l'autre, mais l'attitude qu'on aura envers l'autre sera peut-être plus sévère. Et de la même façon, l'attitude qu'il aura envers lui-même ne sera pas la même. On pense qu'il y en a un qui va ressentir beaucoup plus de culpabilité pendant beaucoup plus longtemps que l'autre. OK ? Est-ce que tout le monde voit, tout le monde est à peu près d'accord avec cette idée-là ? Mais la question, c'est si vous avez une approche humienne, si vous réfléchissez à la responsabilité uniquement en termes d'attributabilité, vous ne pouvez pas expliquer cette différence. Pourquoi ? Parce que du point de vue interne de l'agent, du point de vue du caractère, du point de vue des intentions, c'est exactement pareil. Voyez ? Vous ne pouvez pas faire d'inférences différentes sur le caractère des deux personnes parce que, en fait, leur comportement a été le même. C'est les conséquences du comportement qui ont différé. Okay. Donc ça, vous pouvez le retrouver, pas forcément pour le blâme, vous pouvez le retrouver pour la récompense. Imaginez qu'un enfant a disparu, donc il y a une battue, et il y a une récompense pour savoir qui va retrouver l'enfant. Il y a deux personnes très bien intentionnées qui partent fouiller la forêt, et puis à un moment, ils disent toi tu vas fouiller l'ouest, et toi tu vas fouiller l'est, puis même ils tirent à pile ou face pour savoir qui va choisir quelle direction. Peut-être que celui qui trouvera l'enfant fera l'objet d'une attitude plus positive que l'autre. Il sera le vrai héros. Oui. Qu'est-ce qui nous dit que c'est justement notre intuition qui est vraie ? Ça se trouve, c'est nous qui avait raison et puis la morale là. Alors, je vais parler de critères de distinction entre bonne théorie la semaine prochaine. Pour l'instant, je repose juste là-dessus, mais en gros, pour spoiler un peu la réponse, c'est que, en fait, on n'a pas grand-chose d'autre que nos intuitions comme base pour trancher entre les théories. Donc, soit vous acceptez cette méthode, soit vous trouvez une autre méthode, mais on ne l'a pas encore trouvée, soit vous renoncez au débat, en fait. Ce qui est aussi une possibilité. Vous pensez que le débat n'est pas tranchable. C'est une possibilité complètement ouverte. Vous avez le droit de le faire. Mais si j'acceptais cette possibilité maintenant, je ne sais pas trop ce qu'on ferait pendant les séances qui restent. Comment ? Un tournoi d'échecs. Voilà, j'aime pas trop les échecs, mais si vous voulez... un truc de Magic, c'est mieux. Bref. Voilà, c'est ça. Avec des qui seront attribués de façon déterministe par le tirage au dé. Donc du coup, est-ce que vous serez moralement responsable de ce que vous ferez ? Bref. Donc voilà, pour l'instant, l'idée c'est qu'on est en train de réfléchir à cette notion de responsabilité morale qui est intégrée dans nos pratiques. C'est le point de départ que j'avais donné la semaine dernière. Et si on réfléchit justement sur nos pratiques, il semble qu'on ne juge pas les gens
uniquement sur la base de leur caractère. Enfin, quand je dis juger les gens, ça paraît bizarre. On n'attribue pas du blâme et de la responsabilité morale aux gens uniquement sur la base de leur alors, un exemple vraiment, là j'ai pris des exemples, il peut y avoir des débats, mais un exemple très très clair qu'on peut prendre, c'est imaginer que quelqu'un décide de faire une surprise à un ami en allant, je sais pas, réparer sa voiture, parce que la voiture a un petit problème pendant que cet ami n'est pas là, et puis manque de bol, il fait une erreur qui était complètement imprévisible en fait. Hein. Vraiment, c'est un truc qui arrive genre une fois sur 1 million. Il y avait un petit défaut avec la voiture qui fait que voilà. Et du coup, il détruit la voiture complètement. Et puis, il y a l'autre version où en fait, il arrive à réparer la voiture. Bah, on pourrait se dire que c'est quand même légitime pour l'ami de se mettre un peu en colère que l'autre ait pété sa voiture pendant qu'il était là, même si ça partait d'une bonne intention, vous voyez. Du coup, on n'est pas juste en train d'inférer des intentions qu'on attribue de la responsabilité morale. Voilà, bon. Du coup, ça veut dire qu'il y a un autre type de responsabilité morale, qui est une responsabilité morale qui est dirigée non vers le caractère de l'agent. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne prend pas en compte les intentions ou les caractères de l'agent quand on l'attribue, hein, ça on verra. Mais ça veut dire que le but, ce n'est pas uniquement de juger le caractère de l'agent, mais c'est de décider s'il y a une certaine relation entre cet agent et un événement, et de savoir si cette personne est responsable de cet événement au sens où elle doit rendre des comptes vis-à-vis de cet événement. Est-ce que c'est elle qui doit réparer les dégâts si c'est quelque chose de mal? Est-ce que c'est elle qui doit être punie? Est-ce que c'est contre elle qu'on doit être en colère? Et ça, c'est ce que Watson va appeler la responsabilité comme accountability. Accountability, parce que c'est vous qu'on tient comptable de cet événement. Et il faut voir que les deux sont distincts, et il y a des gens qui peuvent être moralement responsables au sens de l'attributabilité, sans être responsable du tout au sens de la comptabilité. Donc Frankfurt, par exemple, le philosophe Frankfurt a un exemple qui est assez marrant, où il dit, voilà, imaginez que John est persuadé qu'il a des pouvoirs psychiques, et il peut arrêter les tempêtes et les tsunamis avec la force de son esprit. Il se trouve qu'il y a un tsunami qui est en train de se diriger et qui va tuer des milliers de gens dans un pays étranger, mais John est super xénophobe, donc il décide de ne pas utiliser son super pouvoir pour sauver ces gens-là. Et bon, du coup, les gens meurent, mais en fait, il n'avait pas de super pouvoir, donc il n'aurait pas pu les sauver. L'idée, c'est qu'il est, en termes d'accountabilité, il est responsable de rien. Il n'a rien fait qui mériterait qu'il soit puni. Mais en même temps, du point de vue de l'attributabilité, ça paraît un sale connard. Hein, parce que juste le fait qu'il ait refusé d'utiliser son pouvoir psychique montre que bon, c'est quand même un sale type. Alors oui, il y a des gens qui m'ont envoyé des questions sur cet article-là. Juste cette question-là, je vais pas y répondre à toutes, mais je vais répondre à cette question-là parce que dans l'article, Watson dit, voilà, il y a des gens qui supposent qu'il y a un troisième type de responsabilité, dont j'ai délibérément pas choisi de parler. Alors je ne me rappelle plus le nom qui donne à cette responsabilité, c'est ce que des philosophes comme Wolff défendent, c'est l'idée que pour être moralement responsable, il y a un sens dans lequel on est moralement responsable, c'est qu'on était capable de comprendre que c'était bien ou mal ce qu'on a fait en fait. Et bon, ça fait quand même l'objet de beaucoup plus de débats, en fait. Par exemple, Aristote discutait déjà cette possibilité, puis pour lui, ça n'était pas pertinent moralement, quoi. C'est dit, voilà, si quelqu'un massacre des enfants, il le fait volontairement parce qu'il trouve ça super drôle, il n'y a pas de problème, il sait vraiment ce qu'il est en train de faire, mais il ne sait juste pas que c'est bien ou mal, parce que voilà, son caractère est tellement vicieux qu'il n'arrive pas à comprendre ce qu'est le bien et le mal. Aristote disait, en fait, du coup, ça n'est pas pertinent. Ça reste quand même quelqu'un de mauvais qui a fait une mauvaise action. Et il y a quand même des philosophes qui disent, voilà, on pourrait imaginer des agents qui ont été deprived, donc ça c'est le terme qui était dans le texte, et la personne qui a posé cette question l'a interprété comme deprived au sens, elle n'avait pas des biens matériels, elle était pauvre. Mais en fait, là, quand on parle de deprived, elle était privée d'une compréhension morale. Donc le cas qui est utilisé, le cas que Wolff utilise, c'est le cas de Jojo. Alors, c'est pas le mec du manga, même si ça s'écrit Jojo avec J majuscule O, J majuscule O, c'est très bizarre. C'est quelqu'un qui a été élevé par un dictateur sanguinaire et puis coupé de toute influence pendant son enfance. Il a juste été par son père qui est dictateur sanguinaire, conseillers qui ne sont pas mieux, de telle sorte qu'il a jamais pu développer la capacité à comprendre ce qu'était le bien et le mal, quoi. Puis Wolff dit, on a quand même l'intuition que ce type-là est moins blâmable que quelqu'un qui, si lui-même devient un tyran, il est peut-être moins blâmable que quelqu'un qui aurait eu accès à une éducation plus diversifiée, on va dire, en termes de raisonnement moral. Mais bon, ça j'en reparlerai plus tard. Et un point bizarre de la position de Wolff,
qui est évoqué dans le papier et qui est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est que Wolf pense que ça c'est vrai pour les actions négatives, mais pas pour les actions positives. C'est-à-dire que si on pense à quelqu'un qui a été élevé dans une famille formidable, on lui a que de gens vertueux, donc elle n'a jamais bien compris ce qu'était le mal, et qu'elle fait le bien à son tour, bah là, ça passe. Du coup, Wolf, c'est quelqu'un qui défend sur ces bases-là que le déterminisme est incompatible avec la responsabilité pour les événements, pour les actions négatives, mais totalement compatible avec la responsabilité pour les actions positives. Voilà, c'est un peu bizarre, mais on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres séances. Donc voilà, pour finir sur la responsabilité morale, les distinctions qu'il faut faire, c'est entre avoir des responsabilités au sens d'avoir des devoirs et être responsable d'un événement, distinguer la responsabilité causale de la responsabilité morale, et distinguer la responsabilité morale comme attributabilité de accomptabilité. Alors c'est assez important de séparer l'attributabilité de l'accomptabilité, parce que si vous ne le faites pas, vous allez créer des faux paradoxes en fait. Quand j'étais en thèse, j'ai un de mes collègues qui a écrit un papier dans lequel il dit, voilà, il y a un super paradoxe, c'est qu'on considère qu'il faut être en contrôle de ses actions pour être moralement responsable, et pourtant, des fois, on a l'impression qu'on tient les gens moralement responsables pour des choses sur lesquelles ils n'ont pas de contrôle. Donc par exemple, l'exemple je ne sais plus si c'est l'exemple qu'il utilisait, mais c'est un exemple classique, c'est imaginez quelqu'un qui a du mal à retenir ses émotions, puis il a invité à un enterrement, il a un enterrement dans la famille, tout le monde est triste, sauf que lui, en fait, il n'aimait pas le type, donc il continue à sourire pendant tout l'enterrement. Donc il ne peut pas s'empêcher de sourire parce qu'il a un problème qui l'empêche d'exprimer ses émotions. Ça paraît quand même blâmable, et il n'avait pas de contrôle, mais en fait vous pouvez résoudre assez facilement ce genre de paradoxe si vous dites, voilà, mais il est blâmable au sens de l'attributabilité et pas forcément au sens de l'accomptabilité, et l'intuition selon laquelle le contrôle est nécessaire pour la responsabilité morale, c'est une intuition qui porte sur l'accomptabilité. Alors les exemples dans le papier, c'était par exemple, est-ce qu'on n'est pas un peu responsable des choses dans ton rêve? Voilà, si je rêve que je torture des gens, si je fais des rêves où je prends plaisir à torturer des gens, est-ce que je suis responsable moralement? Ça paraît mal de faire ce genre de rêve, mais en même temps. Mais donc vous voyez, vous pouvez facilement résoudre tous ces paradoxes en faisant ce genre de distinction. Est-ce que c'est bon là-dessus? Donc ok, on a fini la deuxième partie sur les concepts de base, et ensuite je voulais faire un petit panorama des théories principales avec les classifications. Donc là, l'idée c'est que la question c'est quel est le type de contrôle moral qui est nécessaire pour la responsabilité morale? Est-ce qu'il est compatible avec le déterminisme? Et il y a plusieurs types de réponses qui sont proposées. Donc une façon classique de présenter les positions, l'espace des positions, en philosophie, c'est par exemple de dire, voilà, on peut les classer selon deux critères. Est-ce qu'il y a compatibilité entre le libre arbitre, donc entre la responsabilité morale et le déterminisme, et est-ce que le déterminisme est vrai? Voilà. Et donc dans ce cas-là, vous avez les gens qui pensent que libre arbitre et déterminisme sont compatibles, et donc c'est ce qu'on appelle des compatibilistes. Voilà, je pense que c'est pas trop compliqué, hein. Ils pensent que c'est compatible, donc ils sont compatibilistes. Et les compatibilistes, une fois que vous êtes compatibiliste, la question de savoir si le monde est déterministe ou pas déterministe n'a plus vraiment d'intérêt en fait. Hein. Je veux dire, dans un cas comme dans l'autre, vous êtes responsable moralement. Voyez. Donc en fait, on appelle compatibilisme les gens dans les deux régions. En général, la plupart des compatibilistes sont aussi déterministes, parce que bon, tant qu'à faire, autant y aller. Mais il y a des gens qui disent, voilà, moi je suis compatibiliste, puis je ne tranche pas le débat, je m'en fous en fait. En fait, on ne peut pas le trancher, donc je ne me pose pas la question. Ensuite, il y a les gens qui sont des incompatibilistes, c'est ceux qui pensent que la responsabilité morale est incompatible avec le déterminisme, donc ça je pense qu'encore c'est simple. Et ceux-là, par contre, ils branchent en deux versions différentes. Vous pouvez penser que la liberté, que la responsabilité morale est incompatible avec le déterminisme, et que le monde n'est pas déterminisme, et donc que nous sommes responsables moralement. Hein, donc vous êtes c'est ce qu'on appelle un libertarien ou un libertarianiste dans la philosophie. Vous pensez qu'on a un pouvoir, un contrôle, qui échappe au déterminisme et qui nous permet d'être moralement responsables. Et enfin, vous avez ceux qui pensent que la responsabilité morale et le déterminisme ne sont pas compatibles, et qu'en plus le déterminisme est vrai. Donc c'est ce qu'on appelle le déterminisme dur. Hein, parce que des fois, il y a des gens qui appellent ça le déterminisme soft, mais bon, pas grand monde utilise cette définition. Donc le déterminisme dur, c'est vraiment l'idée que, pas de bol, la responsabilité morale est incompatible avec le déterminisme, mais le déterminisme est vrai. Donc nous ne sommes pas moralement responsables. Souvent, les déterministes durs, c'est des gens qui vont défendre une réforme très profonde de nos pratiques, du coup. Parce qu'ils disent que la plupart de nos pratiques sont basées sur l'idée que nous sommes moralement responsables de nos actes. Du coup, comme cette idée est fausse,
il faut réformer. Après, vous avez un ou deux philosophes comme Smilansky qui disent « du coup, il ne faut surtout pas le dire ». Voilà. Ce serait une trop mauvaise nouvelle, la société s'écroulerait. Donc là, il faut vraiment garder le secret. Bon, après, il écrit des articles et des bouquins dessus. Bon, après, c'est des bouquins de philo, personne ne va les lire, donc c'est pas complètement incohérent, on va dire. Mais bon, vous voyez l'idée. Alors, cette partition, elle est classique, mais ce n'est pas celle que je vais utiliser, parce que, comme je vous ai dit, on ne va pas vraiment s'occuper de savoir si le déterminisme est vrai ou faux hein, dans le cours. On va plutôt s'occuper de savoir quel type de contrôle est nécessaire pour la responsabilité morale. Et donc, une autre façon de proposer une distinction qui est utilisée dans la littérature actuelle, c'est ça, c'est entre deux questions. Donc la première question est toujours la même, hein. Est-ce que le libre arbitre et le déterminisme sont compatibles hein. Mais la deuxième question, elle est différente, c'est quelle est la composante principale du libre arbitre? C'est-à-dire quel est le point qui va nous le point important pour le libre arbitre, pour la responsabilité morale, qui va nous permettre de dire si la responsabilité morale est compatible ou pas avec le déterminisme. Et alors, il y a deux catégories dont je vais parler. La première catégorie, c'est ceux qui pensent que pour ce qui compte vraiment, le point crucial pour la responsabilité morale et pour le libre arbitre, c'est la possibilité d'agir autrement. Donc ça, je pense que si vous avez lu l'article pour aujourd'hui, vous en avez entendu parler. Et ça, c'est ce qu'on appelle le leeway compatibilism ou le leeway incompatibilism. Donc leeway, vous pouvez traduire ça par marge de manœuvre, si vous voulez. C'est l'idée que ce qui compte, c'est est-ce qu'on aurait pu agir autrement, est-ce qu'on avait une marge de manœuvre. Et ceux qui disent, bon, en fait, si le déterminisme est vrai, on a une marge de manœuvre, donc, donc le libre arbitre est compatible avec le déterministe. Et ceux qui disent, non, non, si le libre arbitre est vrai, on n'a pas de marge de manœuvre, donc il faut être incompatibiliste. Donc la responsabilité morale est incompatible avec le déterminisme. Et ça s'oppose à une forme radicalement différente de catégorie, qui est les catégories de théories, qui sont les théories en termes de source, qui est que ce qui compte pour être moralement responsable, ce qui fait qu'on est moralement responsable de nos actions, c'est que nous sommes la source de nos actions. Hein, ce qui compte, c'est d'être la source de nos actions. Et donc, il y a des gens qui vont dire, bon, en fait, le critère selon lequel il faut être la source de nos actions, il est parfaitement compatible avec le déterminisme, donc c'est les compatibilistes de la source, si vous voulez. Et il y a des gens qui vont dire, non, en fait, si le déterminisme est vrai, on ne peut pas être la source de nos actions, donc ils vont être incompatibilistes. Et ça, c'est la grande partition des théories actuelles. Bon, je vais rentrer dans le détail un petit peu. Parce que vous voyez un peu la façon dont fonctionne la partition. Alors, cette partition, elle est importante parce qu'il y a un peu une sorte de rupture dans l'histoire du débat au XXe siècle. C'est-à-dire que si vous prenez la première moitié du XXe siècle, en fait, quasiment tous les agents du débat, alors il y a une ou deux exceptions, hein, puis en plus là je parle du débat vraiment plutôt dans la philosophie anglo-saxonne, sont d'accord sur l'idée que le libre arbitre, c'est le pouvoir de faire autrement. Voilà, c'est ça. Et pourquoi ils pensent ça? Parce qu'ils s'accordent sur le principe suivant, qui est le principe des possibilités alternatives, selon lequel un agent est moralement responsable d'avoir fait C, si et seulement cet agent aurait pu faire autrement. Par exemple, s'il aurait pu ne pas faire C. Voilà, ça c'est le principe. Alors c'est un principe un peu intuitif, hein. Vous imaginez qu'on peut par exemple dire oui j'ai fait ça mais je ne pouvais pas faire autrement, hein, ou j'étais forcé de le faire, vous voyez. Donc là je prends par exemple une image de M. le Maudit, voilà, si vous avez peut-être vu le film. Bon, le film se finit plus ou moins avec le type qui est un meurtrier à terre qui est en train de pleurer en disant qu'il ne pouvait pas faire autrement justement. Voilà. Comme si c'était vraiment une excuse. Donc ça paraît effectivement un principe assez intuitif. Le problème, c'est que c'est un principe assez intuitif, mais les gens ne sont pas d'accord sur comment l'interpréter. C'est-à-dire que la plus grande partie du débat, pendant la première moitié du XXe siècle, elle est sur, on est tous d'accord que pour être libre et moralement responsable, il aurait fallu pouvoir faire autrement. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir eu la possibilité de faire autrement? Qu'est-ce que ça veut dire pouvoir faire autrement? Alors, les gens qui sont incompatibilistes disent, pouvoir faire autrement, ça veut dire que dans les mêmes circonstances, j'aurais pu agir d'une façon différente. Voilà, c'est une possibilité inconditionnelle de faire autrement. Inconditionnelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de si devant. Hein, c'est, voilà, j'arrive là, je prends cette décision, mais il aurait été tout à fait possible que je prenne la décision différente. Voyez. Et ils disent, voilà, si le déterminisme est vrai, étant donné la définition qu'on donne du déterminisme, il y a toujours à chaque fois qu'un futur possible. Hein, il n'y a qu'une seule trajectoire possible, il n'y a pas de branchement. Donc dans ce sens-là, si le déterminisme est vrai, je n'aurais pas pu faire autrement. Parce que ça
Est-ce que tout le monde est OK avec ça? Mais les compatibilistes disent non, 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 non. Mais en fait, quand on dit « j'aurais pu faire autrement », on ne dit pas ça, on ne dit pas qu'on aurait inconditionnellement pu faire autrement. On dit quelque chose comme « si j'avais voulu, j'aurais pu faire autrement ». Si j'avais décidé de faire autrement, j'aurais pu faire autrement. Vous voyez la différence? L'idée, c'est que si les conditions initiales avaient été un petit peu différentes, c'est-à-dire si mes désirs avaient été différents, eh ben, j'aurais agi autrement. Et ça, c'est compatible avec le déterminisme. L'idée, c'est que, par exemple, si vous ne prenez pas un agent humain, mais voilà, un solide qui est soumis aux lois de Newton, aux lois du mouvement, dans un sens, c'est vrai que, étant donné son mouvement initial, sa trajectoire, il n'y avait qu'une seule trajectoire possible. Mais c'est aussi vrai que si les conditions initiales avaient été un petit peu différentes, si la force initiale avait été un petit peu différente, sa trajectoire aurait été différente. Et ça, c'est une phrase qui est compatible avec le déterminisme, vous comprenez? Si les circonstances initiales avaient été un petit peu différentes, le résultat aurait été différent. Une question? Non, c'était juste pour dire que, en fait, ils n'ont pas la même chose en tête. Oui, ils ont une interprétation différente de ce que ça veut vouloir dire, pouvoir faire autrement. Oui, il y avait une question? Ouais, ça va un peu dans le sens de l'intervention, c'est que c'est pas exactement ce qu'on veut savoir quand on cherche à savoir si on a la possibilité de faire autrement. C'est tellement... Pourquoi? Parce que si on parle des circonstances initiales, c'est clair que du coup, on n'aurait pas pu faire autrement étant donné les conditions initiales, sinon on aurait pu changer. J'ai l'impression que quand on pose cette question-là, on veut aller plus loin, on veut savoir si on aurait pu faire ça, on aurait pu faire quelque chose d'autre, métaphysiquement parlant. Alors je reviendrai là-dessus dans quelques séances, mais effectivement le problème c'est quel est le critère pour la bonne interprétation? Pourquoi choisir l'un plutôt que l'autre? Et là la question c'est toujours quel est le sens qui est pertinent pour la responsabilité morale? Oui. Mais du coup, c'est pas jouer sur l'ambiguïté du mot possibilité? Disons que l'idée c'est qu'on peut l'interpréter de façon différente, oui. Mais c'est pas jouer sur le mot, l'idée c'est que en fait on peut interpréter ce principe de façon différente et quelle est l'interprétation qui est pertinente pour la responsabilité morale en fait. Par exemple, si vous dites voilà la foudre est tombée près de chez vous, et vous dites elle aurait pu tomber sur le toit, ça fait pas de vous un indéterministe. Vous voulez juste dire que il s'en est fallu d'un cheveu, il aurait fallu une toute petite différence pour que la maison soit cramée, quoi. Donc c'est pas une interprétation qui est complètement non naturelle du principe, vous voyez. Mais effectivement, on peut avoir la question, c'est quelle est la bonne interprétation. Du coup, on va dire que le débat là-dessus a duré un certain moment parce que c'est pas clair quel est le critère quel critère on pourrait utiliser pour trancher quelle est la bonne interprétation. C'est-à-dire que pour les incompatibilistes, c'était complètement clair que les autres se foutaient de leur gueule. Je pense qu'il y a des gens ici qui ont une intuition un petit peu comme ça, mais c'est l'intuition que certains ont, c'est mais non. Vraiment c'est ça, c'est non. Et puis il y a des gens pour qui c'est très clair. Pour moi c'est très clair. La deuxième. Mais voilà, oui. Juste par rapport aux deux tableaux des slides précédents, oui. On associe la responsabilité morale au libre arbitre, c'est-à-dire que c'est parce qu'on a un libre arbitre qu'on a une responsabilité morale, et du coup on met un pour l'autre indistinctement. Oui, c'est moi qui parle de façon pas hyper rigoureuse, mais c'est parce que je vous ai dit, voilà, je définis libre arbitre comme le type de contrôle nécessaire pour la responsabilité morale. Mais c'est vrai que j'aurais pas dû dire ça, parce que j'aurais dû garder libre arbitre, parce qu'on pourrait imaginer qu'il y a des gens qui défendent que le déterminisme est incompatible avec la responsabilité morale, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les questions de contrôle. Je ne sais pas lesquelles, mais logiquement, ce serait possible. Donc disons que je parle de libre arbitre au sens de la responsabilité morale, mais j'aurais dû garder libre arbitre, pour être précis. Ouais. Oui, il y avait une question par là, non? Je ne sais plus qui. Oui, vous? Non, c'était vous. Non, j'ai cru voir voilà, ma mémoire est très mauvaise. Voilà. En fait, la question que je me pose, c'est que je comprends ces enjeux-là, mais l'enjeu de la question philosophique en général, c'est quand même beaucoup une question de, je ne vais pas dire de justice, mais de fairness. Ouais. Et je suis toujours très étonnée par l'absence de cette notion dans toutes ces discussions, alors que j'ai l'impression qu'on pourrait absorber pas mal de problèmes avec eux, notamment les problèmes de moral luck. Oui, alors les problèmes de moral luck, j'en reparlerai parce que justement, il y a une séance qui est sur la chance dans le programme et je parlerai de philosophie politique à ce moment-là. Parce que ça recoupe des problèmes en philosophie politique sur
est-ce que, par exemple, c'est juste que certaines personnes aient plus, si la raison pour laquelle ils ont plus, c'est bon, qu'ils ont travaillé, qu'ils ont peut-être ils ont réussi, ils ont monté leur truc, mais ils avaient quand même, par exemple, un bonus au départ parce qu'ils avaient des parents riches, etc. Vous savez, c'est un peu, il y a cette blague sur laquelle, voilà, si vous prenez n'importe quel chanteur ou chanteuse indépendant qui a du succès, vous allez sur la page Wikipédia, puis vous allez trouver le nom de leurs parents, et en fait, c'était déjà des gens qui avaient du succès dans le passé. Donc ça, c'est un peu le même genre de question, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Donc là, j'essaie de vraiment rester... Mais je suis à peu près d'accord. Et en fait, il y a aussi ce problème qu'il y a une certaine sorte de flou, dans le sens où les gens entrent dans le débat, soit parce qu'ils sont intéressés par la responsabilité morale, mais il y en a d'autres qui sont juste plus intéressés par le fait de savoir quelle est la bonne analyse du libre arbitre, quel type de pouvoir on a, etc., qui est une question plus de théorie de l'action et de métaphysique et beaucoup moins d'éthique, en fait. Voilà, mais effectivement, mais disons que je ne vais pas rentrer là-dedans tout de suite. Oui. Du coup, donc pour ce que compatibilistes disent qu'on aurait pu faire autrement si, par exemple, face à une action, j'ai beaucoup hésité, mais j'ai pris l'autre option, mais si ça avait été juste un petit peu différent, j'aurais pris l'autre option. Voilà, c'est ça. Si j'avais voulu, c'est plutôt si j'avais eu le désir différent de prendre l'autre option, j'aurais pris l'autre option. Mais le désir est déterminé. Oui, mais voilà, l'idée c'est que par exemple, si vous prenez par exemple l'exemple de la dernière fois avec la personne qui ne peut pas nourrir le chien parce qu'elle a été kidnappée, l'idée c'est que c'est pertinent parce qu'en gros elle dit, mais même si j'avais eu très très envie, si je me souciais beaucoup de ton chien, si c'était la chose la plus importante pour moi, j'aurais quand même pas pu lui donner à manger. Hein? Le problème, c'est que dépendre de sa volonté, c'est aussi ambigu entre les deux sens. Donc là, l'idée, c'est si elle avait voulu faire différemment, elle aurait pu faire différemment. Par exemple, si voilà, vous m'avez demandé d'arroser vos plantes et que je ne les ai pas arrosées, je ne peux pas dire j'aurais pas pu faire autrement, parce que clairement, si j'avais eu envie d'aller arroser vos plantes, j'aurais pris les clés, j'y serais allé, quoi. Donc je ne peux pas dire j'aurais pas pu faire autrement. Mais ouais. Dans ce cas, on ne peut pas faire autrement, en gros, c'est si on est attaché au fond d'un donjon. Ouais, c'est ça, mais c'est exactement ça, ouais, c'est ça. Ou alors, je sais pas, par exemple, vous êtes pris d'une crise de paralysie ou des choses comme ça, ouais. Mais ça paraît s'appliquer à ces choses-là. En gros, je reviendrai plus tard dessus dans une autre séance, mais c'est pas clair qu'on ait besoin du sens beaucoup plus radical pour capturer la plupart des excuses ordinaires dans lesquelles on utilise « j'aurais pas pu faire autrement ». Oui. Justement, je me posais la question de savoir quel sens ça aurait de dire une proposition comme je suis responsable de X, et puis d'utiliser l'interprétation conditionnelle. Enfin, je suis responsable de X parce que j'avais la possibilité de faire autrement si les conditions initiales avaient été différentes. Ça me paraît assez logique. Par exemple, vous êtes responsable d'avoir eu une mauvaise note parce que si vous aviez eu l'intention de travailler, si vous aviez voulu travailler, vous auriez pu avoir une bonne note, quoi. Mais étant donné les conditions initiales de l'univers, j'aurais pas pu avoir à ce moment-là telle envie. Je trouve que c'est comme arrêter un peu la causalité. Alors non, ça ne suppose pas d'arrêter la causalité, ça suppose de regarder les mondes possibles un petit peu proximaux, quoi. Mais cette interprétation-là, elle rend pas possible d'autres mondes, il me semble. Ça dépend ce qu'on entend par possible. Vous pouvez dire, voilà, je sais pas, si quelqu'un n'avait pas mangé un pangolin, on n'en serait pas là. Et cette phrase, elle est vraie, même dans un monde déterministe. Vous voyez ? Je suis pas sûr de bien comprendre. L'idée, c'est que, étant donné que vous connaissez les lois de la nature, vous pouvez savoir ce qui se serait passé si les conditions initiales avaient été un petit peu différentes. Après, vous pouvez dire, c'est pas pertinent. Voilà. Mais la phrase, elle est possible. Elle est pas, cette phrase, elle est vraie même dans un monde déterministe. Si j'avais... Voilà, là, je suis venu en cours aujourd'hui, mais si j'avais eu envie de ne pas venir en cours, je ne serais pas venu. Voilà, donc je suis venu librement, les gars. Mais là, on suppose presque que votre volonté, elle est extraite de la causalité. Non, pas du tout. Beaucoup plus loin non, ma volonté, elle était telle parce qu'elle était déterminée par les désirs que j'avais. Mais si j'avais eu d'autres désirs, ma volonté aurait choisi différemment. Non, le conditionnel, il peut être vrai
parce que c'est juste un monde parallèle que j'imagine. Je ne dis pas que dans ce monde, j'avais la possibilité d'avoir d'autres devoirs, d'autres désirs. Ça, c'est incompatible avec le déterminisme. C'est pas du tout ce que ces gens-là affirment. C'est pas des gens qui disent oui, mais il y a quand même une sorte d'indéterminisme, peut-être que les désirs auraient pu être différents, vous voyez. Non, l'idée c'est que les désirs étaient nécessaires étant donné le passé, mais s'ils avaient été différents, j'aurais agi différemment. Vous voyez? C'est bon? Et ça peut être vrai dans un monde déterministe, c'est ok? Cette phrase-là, si, alors. Oui, mais le seul problème, c'est que je vois pas comment est-ce que comment c'est pertinent. Peut être pertinent pour la responsabilité morale. Bon, bah ça, j'y reviendrai à un autre moment, à la séance qui sera consacrée justement à ça. Mais est-ce que tout le monde comprend un peu le débat? Tout le monde comprend aussi pourquoi les gens n'arrivent pas à se sortir du débat. C'est un peu le problème. Hein. On va dire que ça va durer 50 ans comme ça, mais un peu plus. Mais bon, il y a pas mal d'auteurs à travers l'histoire de la philosophie qui ont défendu ça. Hein. Par exemple, Voltaire défend ça sur le libre arbitre. Il dit, voilà, ce qui compte, c'est juste que si j'avais voulu, j'aurais fait ça, quoi. Et puis en fait, ce que Voltaire dit, c'est le fait que je puisse choisir mes désirs, j'en ai vraiment rien à cirer. Je veux dire, qu'est-ce que j'en ai à faire? Ce qui compte, c'est que je puisse faire ce que j'ai envie. Voilà. Et donc, du coup, je ne suis pas libre quand justement je ne peux pas faire ce que j'ai envie. Par exemple, si on me met en prison, bah, ce n'est pas vrai que si je veux aller faire une promenade, je peux faire une promenade. Alors, ce débat, on va dire, ça c'est le débat principal, mais aujourd'hui, il est assez mort, on va dire, donc il n'est jamais mort, il y a toujours des gens pour discuter, il y a encore des gens qui discutent là-dessus, mais disons qu'il est très marginal maintenant, alors que c'est le centre du débat là-dedans. Pourquoi? Eh bien, précisément à cause du papier que je vous avais donné à lire pour aujourd'hui, qui est le papier de Frankfurt sur les possibilités alternatives et la responsabilité morale. Alors, quelques précautions d'usage avant de rentrer. Je ne vais pas rentrer en profondeur dans le débat sur les cas Frankfurt, parce que c'est une littérature absolument horrible. Hein. C'est-à-dire, c'est des cas, variations sur un cas. Alors moi-même, j'ai beaucoup contribué à cette littérature, donc je suis coupable. Je l'ai fait volontairement. Mais je ne vais vraiment pas rentrer dedans, je vais vraiment rester superficiel. Je vais vous présenter que 3 variations sur le cas, quand même, c'est très très raisonnable. Elles sont complètement horribles, mais ce ne sera que 3 variations. Donc c'est vraiment une littérature, voilà. C'est-à-dire que, en gros, la littérature philosophique, là, à partir de Frankfurt, elle branche en 2 grandes dimensions. On va dire, il y a ceux qui disent « Mais le type a complètement raison !» Et du coup, ça change la phase du débat et les gens essayent de prendre en compte les cas Frankfurt. Et puis, il y a les gars qui, depuis maintenant 50 ans, quand même, disent « Non, non, ça marche pas !» Et les gens qui leur disent « Si, si, ça marche !» Donc là, je ne vais pas rentrer dans cette littérature-là. Je vais essayer d'expliquer pourquoi, quels sont les points qui ont été considérés comme fondamentaux et intéressants dans le papier de Frankfurt, qui ont transformé justement le débat. Et alors, qu'est-ce que va faire Frankfurt dans ce papier? Il va dire justement, les premières phrases, c'est bon, tout le monde est d'accord sur le fait que le principe de possibilité alternative est vrai, et puis moi je ne suis pas d'accord. Voilà, comme ça. Voyez, du coup, tout le débat tourne autour de ça, mais si en fait tout le débat tournait autour d'un principe qu'on n'a pas de bonne raison d'accepter. Ce serait quand même embêtant. En gros, c'est ça qu'il va essayer de défendre. Et en fait, le point principal du papier, je vais revenir là-dessus à la fin, mais il faut vraiment voir, c'est que le point principal du papier pour Frankfurt, c'est pas de montrer que le principe est faux, c'est pas de produire un contre-exemple au principe, même s'il essaye de le faire, hein, mais on va dire que c'est une sorte de bonus. Le point principal de Frankfurt, c'est de dire que sa thèse, c'est que le principe est intuitif uniquement parce qu'il joue sur une confusion. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, c'est-à-dire si on regarde le monde réel, et qu'on n'est pas dans des expériences de pensée un peu étranges, comme celles qu'il va proposer, en fait, il y a 2 choses qui viennent en même temps, qui sont que, en général, quand un agent ne peut pas faire autre chose que ce qu'il a fait, ok, donc les cas où le principe s'applique, si vous voulez, la raison qui fait qu'il n'a pas d'autre possibilité, c'est aussi la raison qui fait qu'il agit de cette façon. Voyez, c'est-à-dire que ce qui le pousse à agir de telle manière, c'est la même chose qui le prive des possibilités alternatives. Et il dit, mais en fait, on peut séparer les deux en pensée, et une fois qu'on a séparé les deux, c'est plus clair pourquoi les possibilités alternatives seraient pertinentes, en fait. Parce qu'en fait, il semble que ce qui est vraiment pertinent, c'est quelle était la source de l'action de la personne. Est-ce que vous voyez le but? Alors, ce qu'il va commencer avec des cas de coercition, plutôt des cas de menace, c'est-à-dire des cas où quelqu'un
fait quelque chose parce qu'il est menacé d'une grave pénalité, on a pris sa famille en otage, je ne sais pas. Et il va faire une variation entre 3 cas. Hein. Il va dire, voilà, en général, quand on applique le principe des possibilités alternatives, un cas qui revient souvent, c'est le cas de la menace. Hein. Je fais telle chose, par exemple, je ne sais pas, je vole des documents dans mon entreprise, parce que quelqu'un m'a menacé, il a ma famille en otage. Et dans ce cas-là, ça paraît à peu près clair que je peux dire « Ouais, mais j'avais pas vraiment le choix, les gars, il avait ma famille en otage, quoi. Donc je ne pouvais pas faire autrement, zut. » Ce que Frankfurt dit, c'est que quand on imagine ces cas, d'habitude, on se dit que pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas faire autrement? Parce qu'il était sous l'effet de la menace. Et pourquoi est-ce qu'il a agi? Parce qu'il était sous l'effet de la menace, vous voyez. Mais qu'est-ce qui se passe si on essaie de jouer avec des cas un peu parallèles et de dissocier un peu ces deux facteurs, en fait? Frankfurt dit la chose, il nous demande d'imaginer 3 cas. Il dit, voilà, imaginez maintenant qu'on est dans un cas où, en fait, le héros, on l'appelle John avait prévu déjà de voler les documents dans son entreprise pour les revendre et se faire du pognon. Voilà. C'est une sorte d'espion industriel, si vous voulez. Et maintenant, on imagine 3 cas. On imagine le cas où, en fait, John avait prévu de voler les documents. Donc il y va. Mais avant qu'il ait le temps d'y aller, il y a quelqu'un qui lui dit, voilà, j'ai ta famille en otage, si tu ne m'amènes pas les documents, je les tue tous. En fait, il se trouve que John n'aime pas sa famille, il s'en fout. Et du coup, la famille, ça ne l'émeut pas du tout, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, il est menacé, mais cette menace, c'est rien. Hein, voilà, pour lui, c'est rien. Alors peut-être qu'il n'y croit pas, en fait, peut-être qu'il croit que c'est une blague, enfin, vous voyez. Donc dans ce cas-là, ce que Frankfurt dit, c'est qu'on a un cas où la personne agit de lui-même, il n'agit pas sous l'effet de la menace, et c'est pas vrai que la menace l'empêche de faire autrement. Hein, parce que bon, comme il s'en fout de sa famille, il pourrait très bien dire, non, finalement, je vole pas les documents. Voilà, aucun problème, vous voyez. Donc là, on est dans un cas où il a les possibilités alternatives, et il n'agit pas sous l'effet de la menace. OK? Donc ça, je vais le mettre, hop, je vais mettre ça ici. Hein, donc voilà, on est dans le premier cas. Est-ce que... j'ai pas bien mis j'ai pas bien rempli le tableau. Bon, bref. Donc, est-ce que la menace prive John de ses possibilités alternatives? Non. Est-ce que la menace explique pourquoi John a accompli l'action? Non. Mais est-ce qu'il est moralement responsable? Oui. Hein, j'ai inversé 2 cases ici, c'est pas bien. Donc ça va. Le deuxième cas qu'il propose, c'est voilà, John avait l'intention de voler les documents initialement, mais là, on l'appelle, on lui dit que sa famille est en otage, etc., etc. Bon, c'est moi qui rajoute les détails, hein, parce que les exemples de Frankfurt sont très squelettiques, on va dire. Ils nous laissent remplir les trucs. Et là, en fait, du coup, il oublie complètement ses plans initiaux et du coup, il va voler les plans précisément parce qu'on lui a demandé, pour sauver sa famille, hein, vous voyez. Donc, dans ce cas-là, on est dans un cas où la menace non seulement prive John de possibilités alternatives, mais elle explique pourquoi il a accompli cette action. C'est-à-dire que même s'il n'avait pas du tout l'intention de voler les documents à la base, même s'il avait été un employé modèle, il y serait quand même allé dans ce cas-là, parce que la menace a un grand effet sur lui. Et donc dans ce cas-là, bon, est-ce que la menace explique pourquoi John a accompli l'action? Oui. Est-ce qu'elle prive John de possibilités alternatives? Oui, parce qu'il tient tellement à sa famille qu'il n'aurait pas pu faire autrement. Et est-ce qu'il est moralement responsable? Oui. Donc dans ce cas-là, on est dans des cas à peu près, ça a l'air d'être à peu près... Non, là il est non. Non, il est non. Donc on est dans un cas qui correspond au principe des possibilités alternatives. Quand il avait la possibilité de faire autrement, il est responsable. Quand il n'a plus la possibilité de faire autrement, il n'est pas responsable. Et enfin, il y a le troisième cas qui est censé être le cas intéressant, c'est le cas où John reçoit l'appel, il est menacé par le type, effectivement, il tient beaucoup à sa famille, donc même s'il n'avait pas eu l'intention de voler les documents, il y serait allé. Donc c'est impossible pour lui de ne pas voler les documents, hein, vous voyez. Dans tous les cas, il y serait allé. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas la raison pour laquelle il les vole. C'est-à-dire que bon, il était déjà parti sur le fait de les voler pour une autre lancée. Il dit voilà, je vais les voler de toute façon, hein, si vous voulez. Donc la raison pour laquelle il vole les documents n'a rien à voir avec la menace, en fait. Hein. Il les vole parce qu'il avait envie de les voler. Et au passage, ça lui permettra de sauver sa famille, mais bon, voilà, on va dire que son motif original, c'était de les voler. Et là, Frankfurt dit, dans ce cas-là, on a une sorte de dissociation, dans le sens où il ne peut pas faire autrement parce qu'il y a une menace qui l'empêche de faire autrement, mais la raison pour laquelle il agit, ce n'est pas du tout la menace, vous voyez. Et dit, voilà, mais dans ce cas-là, pour Frankfurt, l'agent est moralement responsable. Hein. Il vole de lui-même.
et pas parce qu'on lui a demandé. Mais le fait qu'on lui demande l'aurait empêché de faire autrement s'il n'avait pas voulu. Vous voyez, oui? Juste une petite question sur est-ce que la menace vraiment empêche John de faire autrement? Alors ça, je vais y venir après. On va avoir une discussion après précise là-dessus. Ça dépend de ce que vous considérez comme ce que signifie ne pas pouvoir faire autrement. Ce que Frankfurt dit, c'est qu'en général, ça paraîtrait un contexte où ça paraîtrait adéquat de dire « vous ne pouvez pas me blâmer, j'aurais pas pu faire autrement, il aurait tué ma famille ». Vous voyez? Mais on pourrait aussi dire que si la menace est là, c'est précisément parce que John peut faire autrement. C'est le but de la menace, d'empêcher... Mais non, mais là, l'idée, c'est qu'il ne peut pas faire autrement parce qu'il est menacé. Ouais. Donc il pouvait faire autrement avant la menace, mais maintenant, maintenant que la menace est là, il ne peut plus faire autrement, vous voyez? Donc ça, c'est pas incompatible, ça, c'est cohérent. Mais on va revenir après sur, justement... Donc voilà, là, ce que dit Frankfurt, c'est qu'il dit, voilà, mais en fait, du coup, ce qui paraît pertinent, c'est la source de l'action. Est-ce que c'est la menace qui l'a amené à voler, et pas le fait de savoir si la menace le privait de la possibilité de faire autrement, vous voyez? Et donc, une fois qu'on sépare bien la question de savoir, une fois que ce qui prive des possibilités alternatives n'est plus la source de l'action, il semble que ça devient non pertinent pour Frankfurt. Est-ce que tout le monde voit comment fonctionne l'argument? Est-ce que c'est bon? Oui. Moi, j'avais envoyé une question un peu tardivement, mais c'était que je ne comprenais pas dans quelle mesure on pouvait appeler ça une coercition. Oui, alors c'est vrai qu'on ne peut pas appeler ça de la coercition dans le cas où il le fait lui-même. C'est ça, c'est-à-dire que c'est un cas de menace, et s'il n'avait pas voulu le faire de lui-même, il aurait été coercé par la menace, mais effectivement, à strictement parler, il n'agit pas en état de coercition, en fait. Mais du coup, ma question, c'est dans quelle mesure c'est pertinent de parler de sa responsabilité morale, enfin de mettre en doute sa responsabilité morale dans un cas où il n'est pas réellement en coercition. Ah mais justement, là, Frankfurt ne met pas en doute sa responsabilité morale. Il dit que c'est clair qu'il est moralement responsable, parce que justement, il n'agit pas sous l'effet de la coercition. Mais il se trouve que c'est un cas où il n'aurait pas pu faire autrement. Donc du coup, comme c'est clair qu'il est moralement responsable, au moins pour vous, ça veut dire que du coup, le fait qu'il n'aurait pas pu faire autrement est juste pas pertinent en fait. Mais on ne peut pas dire qu'il n'aurait pas pu faire autrement, enfin qu'il voit, comme il avait dit... Ouais, je vais y venir. Oui. Et puis, moi, j'avais répondu une chose dans le genre, au moment où il a pris sa décision, il pouvait encore faire autrement. Alors ça, je vais y venir aussi. Mais ça, c'est plus pour les cas après cette objection-là. C'est pas pour celui-là, parce que là, ça s'applique pas à ce cas-là. Parce que là, l'idée, c'est qu'il redécide après de... oui, il avait déjà une intention de le faire, mais il aurait pu arrêter de décider après, il aurait pu changer sa décision après. Non, mais je vais venir à vos questions, elles sont dans le papier, elles sont dans le truc. Alors justement, une question qui était assez marrante, et que j'aimais bien, c'est, oui, mais si la menace est fausse, si c'est juste des gens qui appellent John, par exemple, pour lui faire croire que sa famille est en otage, mais en fait, c'est pas du tout le cas, est-ce que ça change quelque chose à la responsabilité de John? Je pense que l'intuition, c'est que c'est d'une certaine façon non. C'est-à-dire que voilà, s'il a fait ça parce qu'il pensait sauver sa famille, ça n'a pas l'air d'être pertinent de savoir si la menace est vraie ou pas. En partant du principe qu'il n'avait aucun moyen de savoir que la menace était vraie ou pas. Parce que bon, après, on a les conditions épistémiques, etc. Et donc, on pourrait utiliser ça comme argument supplémentaire pour dire que du coup, c'est pas vrai que les possibilités alternatives sont pertinentes, parce que même quand la menace est fausse et que j'ouvre les possibilités, finalement, je vais dire qu'il est... Même quand je rajoute la possibilité, parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de menace, mais il croyait qu'il y avait une menace, on a l'impression qu'il n'est toujours pas moralement responsable, vous voyez. C'est-à-dire que voilà, on avait le cas où il n'avait pas la possibilité de faire autrement parce que sa famille était menacée, et puis là, on lui dit, en fait, après, ça dépend de ce qu'on compte comme pouvoir faire autrement ou pas, quoi. Est-ce que c'est juste psychologiquement dans ses croyances, etc. Donc, mais on pourrait tenter un argument là-dessus. Mais l'idée, c'est que c'est vraiment, voilà, comme ce qui compte, c'est la raison pour laquelle il agit, sous l'effet de la menace, psychologiquement, il est dans le même état, et donc finalement, il ne devrait pas y avoir de différence dans la responsabilité morale. Je ne sais pas qui a posé cette question-là. Ouais. Ça vous va comme réponse? Ouais. Ouais, il faut enlever ça. Oui, effectivement, si il y va tout de suite comme ça, sans vérifier si ses enfants sont dans la chambre, voilà, ou un truc comme ça. Bon, on pourrait dire, bon. Alors, c'est quoi? Frankfurt considère que Jones n'est pas responsable de ses actes puisque la menace a joué un rôle dans les choix de Jones. La nature de la menace joue-t-elle un rôle dans l'attribution de la responsabilité morale? Oui, ça tout le monde sera d'accord. C'est-à-dire que là, bon,
Si on lui dit, je sais pas, là on lui dit, voilà, on prend ta famille en otage, on la tue, je sais pas si c'est, je coupe les ongles de ton chat si tu vas pas voler les documents, ça paraît un petit peu moins facile de justifier sa conduite. Donc effectivement, il faut qu'il y ait une sorte de proportion, si vous voulez. Hein. Vous pouvez pas dire, c'est la même façon pour la légitime défense. Voilà, vous pouvez pas dire, ah là, mais il allait me marcher sur le pied, alors je vais lui tirer dessus parce que c'était de la légitime défense. On va vous dire, voilà, il faut qu'il y ait une sorte de proportion, et puis ça, dans ces cas-là, ça marche aussi. Mais ça, c'est aussi quelque chose que j'essaierai d'expliquer un peu plus tard dans une autre séance. Mais effectivement, c'est pas parce que je suis menacé par un tout petit truc que j'ai le droit de faire n'importe quoi. Alors, pour revenir justement à l'autre question, c'est est-ce qu'on peut vraiment dire que John n'aurait pas pu faire autrement? Ça, c'est une question qui a été posée, et c'est une question que Frankfurt considère, en effet, dans le texte, c'est dire, oui, mais il y a des gens qui vont me dire, John, il aurait pu faire autrement. Les compatibilistes, ils me diraient, s'il avait voulu laisser sa famille mourir, il aurait pu laisser sa famille mourir, d'abord, donc il aurait pu faire autrement. Et un incompatibiliste me dirait, il avait le pouvoir inconditionnel de faire une autre décision, et de laisser sa famille mourir, en fait. Et là, alors il y a un problème. Donc, tout le monde fait ça. Hein, je veux dire, plus personne n'utilise pouvoir faire autrement dans le sens dans lequel Frankfurt le prenait pour les cas de menaces. Je pense que tout le monde a tort. Ça, j'y reviendrai plus tard. Tout le monde saute sur l'idée que le sens pertinent, c'est le sens beaucoup plus strict, dans lequel j'ai vraiment aucune possibilité dans aucun sens possible. Alors pourquoi c'est embêtant? Parce qu'il semble quand même que si on part du principe que la raison d'accepter le principe des possibilités alternatives, c'est qu'on en fait usage dans la vie de tous les jours, hein, par exemple, vous disant là, je ne pouvais pas faire autrement, etc., il semble que beaucoup de cas où on dit ça, par exemple le cas de la menace, ça paraît un contexte naturel dans lequel dire ça, mais du coup le principe n'explique plus ces cas-là. Hein, vous voyez, donc effectivement, vous sauvez le principe, mais vous réduisez de plus en plus... Enfin, voilà, il y a de plus en plus de choses qui comptent comme une possibilité alternative, si vous voulez. Mais bon, on va partir du principe que tout le monde a raison, et on va dire, voilà, est-ce qu'en fait, il ne faut pas prendre un sens beaucoup plus strict de pouvoir faire autrement? Là, par exemple, il y a une distinction qui a été proposée dans cette question qui est pas mal, c'est entre les possibilités acceptables et les possibilités alternatives. On pourrait dire, voilà, John avait la possibilité alternative de laisser sa famille mourir, mais ce n'était pas une possibilité acceptable. Donc on pourrait remplacer ça par un principe des possibilités acceptables, si vous voulez. C'est-à-dire, voilà, s'il n'y avait pas de possibilité acceptable ouverte, on n'est pas moralement responsable. Après, il faut définir acceptable, mais je trouve que c'est un mot qui capture assez bien la distinction. Hein, on peut dire, voilà, clairement, il y a un sens dans lequel il pouvait encore faire autrement. En même temps, est-ce qu'on peut vraiment demander à quelqu'un d'agir comme ça? On peut dire qu'il faudrait faire... Oui. Donc, c'était mes questions. Donc, le sens de possibilité alternative de Francfort, c'est acceptable. Quand il discute les cas de menace, c'est clairement ça. Hein, je ne pense pas qu'il est en train de dire que... psychologiquement, la personne est prise d'un tel truc que ça devient impossible de considérer une autre discussion. Je pense que ça veut juste dire que c'est un cas dans lequel ça paraît normal de dire que non, je ne pouvais pas faire autrement, parce que toutes les autres issues étaient trop horribles, étaient moralement inacceptables, en fait. Donc, il utilise ce sens-là quand il discute les cas de menace, mais justement, après, il dit, oui, mais il y a des gens qui vont m'emmerder, qui vont dire que ce n'est pas assez suffisant et qu'il faut un sens plus précis. Et donc là, il passe à un sens encore plus restreint, justement. En fait, en vrai, il passe à aucun sens précis. Il dit juste, bon, si ce n'est pas le sens de possibilité alternative que vous voulez, voilà, je vous donne une recette pour construire un cas. Vous prenez votre sens, vous l'implémentez dans la recette, et vous obtenez un cas qui va réfuter votre principe dans le sens de pouvoir, si vous l'avez. Oui, Frankfurt, j'aime bien en général. Ce qui est bien, c'est que Frankfurt aussi, il s'en fout complètement du débat sur les cas Frankfurt. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est-à-dire, voilà, il a écrit le papier, il a écrit un, deux trucs après, puis après, il n'a jamais plongé son nez dedans. Et genre, il y a un volume collectif vraiment qui est assez connu, qui est consacré aux responsabilités alternatives. Et le dernier chapitre, c'est genre 10 pages par Frankfurt, très très bref, où il fait « Oui, c'est devenu super compliqué, je suis trop content que les gens soient trop intéressés à ça. Bon, je ne vais pas trop me plonger là-dedans. » C'est vraiment... C'est assez marrant de voir la déconnexion entre les deux. Mais donc, oui, Frankfurt fournit une recette pour discuter de n'importe quel sens possible de possibilités alternatives. Alors oui, ça c'était quelqu'un qui avait écrit, qui ne comprend, qui comprend pas ce que ça veut dire de dire que Jones 3 n'est pas un contre-exemple. Hein. Je ne sais pas qui c'est qui a envoyé cette question.
Donc je pense que c'est quelqu'un qui a l'intuition que c'est très très clair que déjà le type, dans les cas de menace, n'a pas la possibilité de faire autrement, en fait. Hein. Et que, mais en fait, l'objection de Frankfurt, c'est pas vraiment une objection. Il s'est dit, voilà, il y a sûrement des gens qui vont dire qu'il faut prendre le principe en un sens plus restrictif. Lui-même ne croit pas forcément à son objection, mais ce qu'il veut dire, c'est qu'il sait qu'il y a des gens qui vont dire, voilà, il faut prendre un sens plus restrictif. Donc c'est pas vraiment une objection au cas. Et si vous, peut-être que vous, je suis d'accord avec vous, c'est l'idée que le sens qui est pertinent pour la responsabilité morale de pouvoir faire dans ce sens-là, c'est clair que Jones 3 ne peut pas faire autrement. Mais disons que ça n'est pas clair, tout le monde ne trouve pas ça clair, et peut-être qu'on a tort de prendre ça clair, mais vous voyez qu'il y a... c'est assez marrant parce que ça contraste entre les gens qui ont répondu tout de suite, mais est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Jones 3, il a clairement une possibilité de faire autrement, et cette personne-là qui dit, bon mais, je ne comprends pas ce que ça veut dire que Jones 3 n'a pas la possibilité de faire autrement. Et bon, les deux attitudes sont tout à fait viables, en fait. Ça dépend quel est le type de possibilité alternative que vous considérez pertinente. Là, l'idée, c'est que Jones 3, effectivement, aurait pu se conduire comme un sale psychopathe et décider de laisser sa famille mourir. Ou alors comme un Kantien, c'est un peu la même chose, si vous voulez. Il aurait pu dire, voilà, c'est mon devoir de ne pas voler les papiers, qu'importe si ma famille meurt, je tiendrai mon devoir jusqu'au bout. Et voilà, il aurait très bien pu faire ça. Donc, dans un sens, il aurait pu faire autrement, mais effectivement, ça peut vous paraître un sens qui n'est pas pertinent pour la question de savoir s'il est moralement responsable. Alors, du coup, ce que Frankfurt dit, c'est, bon, voilà, si vous prenez un sens... Oula, il est déjà tard. Si vous prenez un sens plus restreint de pouvoir faire autrement, il y a une recette pour construire ce qu'on appelle aujourd'hui un cas Frankfurt. Hein, vraiment, le truc s'appelle comme ça, un cas Frankfurt. Ce qu'il faut, c'est que vous prenez un agent A, il s'apprête à accomplir une action de lui-même. Il y a un signe qui permet de deviner à l'avance s'il va le faire ou pas. Hein, voilà. Ça peut être un signe extérieur, hein, par exemple, si le type projette d'assassiner quelqu'un puis qu'il jette ses armes à l'eau, qui commence à jeter ses armes à l'eau, ça peut être un signe qu'il ne va pas le faire, vous voyez, quelque chose comme ça. Et il y a un agent B qu'on appelle en anglais un counterfactual intervener. Donc c'est quelqu'un qui va intervenir de manière contrefactuelle. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'intervient pas, mais qui interviendrait si la personne n'agissait pas d'elle-même, vous voyez. Et cette personne-là, elle a un mécanisme. Alors ça peut être ce que vous voulez, hein, vous pouvez imaginer, je sais pas, il a des pouvoirs magiques, tout est permis. Hein. Ou, en général, on utilise des neuroscientifiques parce que ça fait cool, mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Et vous avez quelqu'un qui observe l'agent et qui peut voir à l'avance un peu s'il décide de ne pas agir de cette façon. Et qui va pouvoir forcer l'agent à agir de cette façon si l'agent n'agit pas de lui-même. Mais il se trouve que l'agent agit de lui-même. Donc le cas classique, quand on raconte les cas Frankfurt, c'est, par exemple, John, toujours lui, voilà, veut tuer sa femme. Donc voilà, bon, il a son intention. Il se trouve qu'il y a Black, il s'appelle Black en général, c'est que John veut tuer sa femme, et lui aussi veut la mort de la femme de John, pour une raison ou une autre, on s'en fout. Il se trouve que Black est un neuroscientifique très qualifié, qui, au lieu de faire fortune en vendant sa technologie, décide de l'utiliser pour implanter une puce chez John, qui lui permet de prendre le contrôle du corps de John. Et si jamais John a l'air de se raviser et de ne pas vouloir tuer sa femme, de dire non, peut-être que c'est un peu too much quand même, il va prendre le contrôle Black va prendre le contrôle de John et forcer John à tuer sa femme. Vous voyez, ça c'est un truc standard. Donc là, l'idée, c'est que dans un sens très très clair, il semble que John ne peut pas faire autrement que tuer sa femme. Hein, voyez. Mais comme il le fait de lui-même, il est moralement responsable. Alors, quel argument on aurait pour dire que John est moralement responsable dans un cas comme ça? Alors, le premier, c'est que, ça a quand même l'air un peu intuitif, mais si vous n'êtes pas d'accord avec ça, Frankfurt a un argument, il dit, il suffit de comparer ce cas-là au cas où Black n'est pas présent. Si John agissait de lui-même et tuait sa femme alors que Black n'était pas présent, il serait quand même moralement responsable, ou alors vous pensez que personne n'est moralement responsable, mais ça n'a pas plus d'intérêt de se lancer dans le débat. Et dans mon scénario à moi, qu'est-ce que je fais? Je rajoute Black, mais Black, il fait rien en fait. Il agit pas. Il aurait agi si John avait fait quelque chose. Et donc, dans la mesure où il n'agit pas, c'est quand même super bizarre que ça doive faire une différence à la responsabilité morale de John, vous voyez. Donc, du coup, le plus raisonnable, c'est de dire que ce cas-là est équivalent au premier, en fait. Et donc, il est moralement responsable. Alors, combien de temps il me reste? Oh, plus beaucoup. Alors, je vais juste aller sur un premier type d'objection qui est faite dans la littérature et que vous avez fait. Hein, donc, du coup,
vous seriez né 50 ans plus tôt, vous auriez pu écrire plein de papiers. Voilà. Une des objections qui est faite, c'est oui, non mais effectivement, il ne pouvait pas faire autrement du point de vue de l'action, mais il aurait pu décider autrement. Hein, c'est-à-dire que là, dans ce scénario-là, si John décide de ne pas tuer sa femme, le type prend le contrôle et va le faire tuer sa femme. C'est-à-dire qu'il a quand même deux alternatives, c'est décider de tuer sa femme ou décider de ne pas la tuer. Ou ne pas décider de la tuer, ça pourrait être une troisième voie aussi. Le type ne choisit jamais. Voilà, donc il y a une sorte de liberté au niveau de la décision. On pourrait dire, bon, bah, du coup, en fait, littéralement parlant, le principe des possibilités alternatives n'est pas vrai, mais on peut avoir un principe équivalent qui serait sur les décisions. C'est-à-dire que je fais quelque chose librement si cette action est le fruit d'une décision qui est telle que j'aurais pu décider autrement. Hein, donc, en fait, les actions, la responsabilité pour les actions est héritée de la responsabilité, d'une certaine façon, de la liberté de la décision. Voilà. Alors, je vais juste répondre à cette objection, et puis après, on va finir le cours pour aujourd'hui. Une des réponses qui est faite à cette objection, c'est de faire un cas encore plus compliqué. Hein, et donc, c'est un cas, en gros, le truc, c'est juste de faire un cas où, en fait, ce que le type manipule, bah, c'est juste la décision, et pas l'action. Hein. Donc, c'est un cas où, bah, voilà, on va prendre le même cas. Alors, en général, le cas qui est utilisé là-dedans, c'est un cas où le type doit choisir de voter entre Clinton et Bush, mais ouais, ça date d'il y a longtemps, hein. C'est ça, mais bon là je vais reprendre dans le cas de John voilà, donc il a imaginé que bah, John hésite sur le fait de savoir s'il doit tuer sa femme ou pas, il n'a pas encore pris sa décision, et le type est déjà en train de monitorer, et il peut voir à l'avance des signes qui sont nécessaires pour que John prenne la décision de ne pas tuer sa femme. Alors, ça ne veut pas dire des signes qui déterminent la décision la décision de tuer sa femme, mais par exemple s'il voit qu'il commence à hésiter trop, ou à penser à des raisons morales, hein, ou à se dire que ce serait méchant, là il appuie sur le bouton et il force John à prendre la décision de tuer sa femme. Hein, donc il arrive à implanter, à manipuler la tête de la personne pour faire en sorte qu'il prenne cette décision-là, vous voyez. Mais du coup, John ne peut jamais prendre la décision de ne pas tuer sa femme. C'est-à-dire que dès qu'il commence à montrer quelques signes d'incliner vers la décision de ne pas tuer sa femme, le type enclenche la machine avant qu'il ait le temps de prendre la décision, de former la décision, si vous voulez. Oui ? Mais vu que, justement, c'est pas immédiat, on pourrait dire qu'un signe compte comme une prédécision. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, la décision, ouais. Ouais, alors ça, c'est un des problèmes de ces cas-là, mais il faut imaginer qu'il y a voilà, que, par exemple, au début, il est tout à fait... il pense qu'aux bonnes raisons de tuer sa femme, et puis à partir du moment où il commence à penser un peu trop aux raisons qui pourraient pencher dans la balance de l'autre côté, voilà, le type active le truc, quoi. Ouais, mais est-ce qu'on n'essaie pas de couper la réflexion pour pas qu'il si, c'est ça. Qu'on n'a pas envie, enfin non, mais ouais, c'est ça. En termes d'analyse... Bah, on essaye de couper la délibération avant qu'elle arrive à terme. Ouais, mais c'est un peu... Ah, c'est des expériences de pensée, on est sur des trucs conceptuels, ça n'a pas besoin d'être réaliste. Oui, ouais. J'entends bien, mais... Oui, il y a une question ici. Mais en fait, est-ce que le fait qu'il y ait un facteur extérieur, enfin, même s'il a une influence plus ou moins grande, enfin, par exemple, John, il avait l'intention de... Enfin, si on reprend le cas des papiers volés, ouais. S'il avait l'intention depuis des années de voler ces papiers, mais qu'il avait peur des conséquences, et en fait, la menace était à son avantage, il a dit, j'ai enfin une raison valable de le faire. Alors, en soi, ça le... entre guillemets... L'idée de Frankfurt, c'est ça dépend vraiment quelles sont les motivations qui guident John quand il vole les papiers. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend un cas, imaginez que John a eu l'intention de voler les papiers pendant des années et qu'il ne l'a jamais fait, et qu'il y a un crossover et que Black arrive et qu'il place une puce dans le cerveau de ce John-là et il l'active. Donc John est piloté et va voler les papiers. Le fait qu'il ait eu l'intention avant semble pas pertinente, en fait. Parce que ce qui fait que John vole les papiers, c'est qu'il a été téléguidé. Vous voyez, ça paraît assez intuitif que du coup, ce qu'il a pu penser auparavant, ça ne compte pas. Parce que ce qui compte, c'est le fait qu'il ait été téléguidé par quelqu'un d'autre. Et donc, l'intuition de Frankfurt serait de dire, si la menace agit de la même façon, c'est-à-dire que si en fait, la menace arrive et que la menace le terrifie tellement qu'il agit uniquement pour sauver sa famille, le fait qu'il ait eu l'intention de le faire avant n'est pas pertinente, parce que ça ne joue pas de rôle dans l'explication de pourquoi il l'a fait. Après, vous pourriez avoir un cas très compliqué, qu'on justement on n'aborde pas parce qu'il est compliqué, où il avait l'intention de voler les papiers, mais il hésitait encore un peu parce qu'il avait peur de se faire prendre, et la menace, ça lui fait juste
des raisons un peu supplémentaires qui le font passer au-delà du seuil nécessaire pour prendre sa décision. Et donc là, l'action, elle serait un peu mixte. Elle serait dirigée à la fois par le désir de voler les papiers et par le désir de sauver sa famille. Et donc là, ce serait un cas compliqué, ou peut-être qu'on aurait une sorte de responsabilité intermédiaire, je ne sais pas, mais... Mais justement, est-ce que la responsabilité, c'est quelque chose qui se mesure en quelque sorte, ou c'est un peu noir et blanc, c'est soit ça l'est, soit ça l'est pas, ou est-ce qu'on peut avoir... Alors, en général, il y a l'idée qu'il peut y avoir des degrés. Dans le sens où le type qui est téléguidé, il n'est pas du tout responsable. Le type qui agit de son plein gré, il est complètement responsable. Mais par exemple, si on prend un cas un peu plus... par exemple, si on prend le cas d'une menace qui n'est pas aussi radicale que tuer sa famille, qui n'est pas trop faible non plus, mais qui est intermédiaire, on pourrait se dire, bon, là, la menace n'est pas assez forte pour qu'il soit pas du tout responsable. Mais peut-être que, bon, il est quand même en partie blâmable parce que voilà, la menace n'était pas non plus trop forte. On pourrait prendre des choses comme ça en compte. Ouais. Ah. On s'en fiche un peu, il y a juste quelqu'un qui lui demande si tu dois aller voler ses papiers. Enfin, il ne voit pas de raison de ne pas le faire et il le fait. Dans ce cas-là, il y a une responsabilité ou pas? Alors ça, c'est compliqué parce que les gens ne sont pas du tout d'accord là-dessus, donc je ne peux pas vous donner vraiment de réponse. Ça dépend de ce que ça veut dire. Il ne comprend pas que c'est mal. Est-ce que ça veut juste dire il connaît tous les faits, donc il sait que ça va emmerder les gens, que les gens vont être tristes, que ça va mettre des gens dans les ennuis, mais il n'en a rien à faire? Ou est-ce que ça veut dire qu'il ne comprend pas ces choses-là? Ouais. On dit que quelqu'un, il a grandi dans les bois, il ne sait pas ce que c'est que le monde extérieur, mais que quelqu'un lui dit est-ce que tu peux aller dans ce cas prendre tes papiers et me les donner? Voilà, le problème, c'est que dans ce cas-là, on a l'impression qu'il ne sait pas ce que représentent ces papiers. Donc là, la question, c'est pas juste qu'il ne sait pas ce qui est bien et mal au sens où il ne comprend pas les concepts de bien et mal, c'est qu'aussi il manque les conditions de connaissance basiques sur qu'est-ce qu'il est en train de faire. En fait, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Donc dans ce cas-là, les gens considéraient qu'il n'est pas responsable parce que il faudrait voir les détails de la situation, mais voilà, l'idée, c'est que si je fais quelque chose et que j'ai aucune idée de ce que je fais, par exemple, ça peut blesser quelqu'un, je ne suis pas moralement responsable. Parce que j'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire, je ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Mais c'est pas pareil, parce que le cas dont on parlait tout à l'heure, c'est quelqu'un qui comprend son action, donc il sait qu'il est en train de torturer des gens en tant que dictateur, qui sont tristes, qui souffrent, mais il ne sait juste pas ce que ça veut dire mal. Il ne comprend pas les concepts moraux. Et là, c'est quand même beaucoup plus discutable, il y a beaucoup de débats là-dessus. Ok, bon, je pense qu'il faut que je vous libère. Donc, est-ce que tout le monde voit à peu près comment l'exemple est censé marcher? Donc, l'idée, c'est qu'une des façons de répondre à l'objection en termes d'intention, c'est vous reculez en fait la manipulation. Vous faites en sorte que la personne ne peut pas décider, ne peut décider que d'une façon, en fait. Dès qu'elle semble pouvoir décider de l'autre façon, là, vous chantez le truc avant qu'elle ait le temps de prendre la décision opposée. Donc, vous ne posez pas la question de savoir si c'est possible, mais dites-vous, est-ce que si c'était possible, on devrait dire qu'elle n'est pas moralement responsable d'avoir pris la décision de tuer sa femme, par exemple? Vous voyez, ça paraît bizarre, d'une certaine façon, encore une fois. Mais voilà, donc vous reculez le cas Frankfurt. Donc, il reste la troisième variante qu'on verra la semaine prochaine. Comme on est... je vous donnerai quand même l'article à lire pour la semaine prochaine, même si je ne suis pas sûr qu'on aurait le temps de le... Comme on est pas mal derrière le programme, je ne suis pas sûr qu'on aurait le temps de le traiter dès la semaine prochaine. Du coup, je n'ai pas eu le temps de vous présenter les sujets. J'essaierai de vous enverrer une liste de sujets avant la semaine prochaine, puis je présenterai en début de semaine prochaine. Voilà. Oui, je vais mettre ça aussi. Ouais.